Trace de break est une présentation des dépanneurs Proxy, complices de vos aventures, et Nissan Longueuil, en mouvement de génération en génération. Bienvenue à Trace de break et on va le dire tout de suite pour les gens qui nous regardent et qui ne nous écoutent pas juste en audio. Dans le thème d'ouverture où il y a plein d'images ça, de chars et ainsi de suite, il y en a plusieurs qui mettent en vedette, entre autres notre prochain invité, Simon Dion, vient avec nous autres. Salut Simon! Salut les gars! T'es officiellement, je pense, celui qui vient du plus loin, qui a fait le plus de kilomètres pour venir nous voir, je pense. Saint-Joseph de Kamouraska. Saint-Joseph de Si tu Kamouraska. comptes pas l'animateur, t'as bien raison. Ah, ouais, c'est vrai ça par exemple. Ouais. C'est vrai ça, t'as Kamou, d'après moi, tu viens de plus loin. Tu commences à faire partie des meubles de Pat, c'est pour ça qu'on t'a pas arrive, calculé dans le tas. Les conséquences humaines. Toi, c'est combien de kilomètres aller-retour pour venir ici enregistrer? Ben, on va dire comme Barrette, moi, c'est. 3 tu mets loin ton chalet, 3 bières et demie. Quand il y a bien du trafic. Bon, on n'aura pas vraie réponse, j'ai bien l'impression. Oui, non? Pas vrai. 4h30. OK. Donc, 9 heures total. À 160. 9 heures total. Ouais, c'est ça. OK, 9 heures. Toi, ça prend combien de temps, Simon? 3h30 à peu près, c'est pas si pire. OK. C'est pas si mal. Bon, comment on s'y prend? On fait la nomenclature un peu de le pedigree de Simon? Ben, on peut y aller tout de suite puis se le dire. Là, Pat, Simon puis moi, on est 3 chums puis on se connaît, ça fait longtemps. Je les ai d'ailleurs présentés. Ben, en Oui, fait, moi, je connais disponible. Simon à cause de toi. Exactement, en OK. plein ça. OK. Fait que Simon, c'est un grand chum que ça date de très longtemps. Ouais. On a beaucoup de points en commun parce qu'en tant que tel, les deux, on vient, entre parenthèses, d'un endroit plus reculé pour le sport automobile. Moi, je suis originaire de Québec, puis Simon de Kamouraska. Ce qui fait qu'en sport automobile, il n'y a rien qui se passait à Québec, puis les environs, donc il fallait s'exiler. Fait que moi, si je le dis d'avance, puis je l'ai souvent dit dans des podcasts comme invité, mais tu es un des gars que j'admire le plus dans le monde du sport automobile. Merci. Parce que tu avais toutes les raisons pour que ça soit difficile, Ouais. puis tu as fait ta place, puis tu n'as jamais arrêté, puis tu es de loin un des gars les plus travaillants que je connais. Fait qu'en ouverture, je veux dire, très heureux. que tu Arrêtez sois là. les éloges, arrêtez les éloges quand 3 minutes même. de fête, puis il broille. Ouais, c'est ça. C'est bon! J'ai un bouquet de fleurs pour toi, Simon. Vous êtes gentils les gars. Du chocolat. Ah, j'ai bien fait de venir. Mais vous autres, est-ce que Carl et toi, Simon, vous êtes connus sur la piste? Ouais, mais juste, Ça vaut la peine. juste le moment qu'on s'est rencontrés la première fois, c'était assez cocasse, pareil. Raconte donc, Simon. Ben, parce que, écoute, ça date. Hey, moi, je suis pas bon avec les années, par exemple. Pas là, mais grave. Je te dirais, c'est quoi 2002-ish, dans ce 3, coin-là. peut-être quelque ouais. chose comme ça. OK. Ben moi, dans le fond, je voulais aller passer ma licence pour être pilote de course. OK. Dans ma vie, c'était ça mon but. Je voulais être pilote de course. C'est drôle à dire, mais c'est vraiment ça que je voulais C'est faire parfait. depuis longtemps. Puis là, je regardais un peu les avenues, puis il y en avait quelques-unes, dont aller suivre un cours de pilotage au circuit Sainte-Croix. Ouais. Ça, c'est dans le coin de Québec? Dans le Le coin. Binière? Ouais, exactement. OK. Mais écoute, à ce moment-là, c'était pas un cours de pilotage très, très complet, dans le fond. là. C'était une journée qui nous donnait accès d'avoir notre licence de compétition. Fait que quand que je me suis présenté là, notre ami Carl était là, justement. Puis, écoute, on va le replacer un peu. C'est Ouais, mieux comme ça. C'était des petites notes. Ah bon, parfait, excellent. Fait que c'est ça, écoute, on est arrivé au circuit Sainte-Croix. On avait une journée pour apprendre à piloter, mais écoute, Carl avait beaucoup plus de notions que moi à l'époque. Moi, j'avais pratiquement pas fait de pilotage encore rendu là. Puis écoute, après ça n'a pas duré longtemps le cours. Je vais dire, on avait payé, mais ça valait pas si cher que ça, disons, ce cours-là. Écoute, on a roulé l'avant-midi, les notions vraiment de base, point de freinage, apex, sortie de virage. Puis là, rendu, je pense, à 1h, 1h30, les gars nous ont dit « Ah, écoutez, les gars, c'est bien correct, on va vous donner votre licence, vous savez conduire. » Puis, mais
moi, j'étais comme resté sur mon appétit. Je voulais en apprendre plus. Puis, ils nous ont dit, écoutez, là, on a loué le circuit jusqu'à 5 heures. Fait que si vous voulez rester ici jusqu'à 5 heures puis rouler, allez-y. Il y avait une couple d'autres gars avec nous autres. On n'était pas beaucoup. C'était une petite journée. Mais Carl puis moi, on a décidé qu'on restait sur la piste. OK. Fait Donc là, vous aviez quoi, les autos encore de l'école ou non, vos propres autos? Non, c'était même pas des autos de l'école. Et moi, j'avais un Acura Integra. Moi, j'avais un Mustang GT complètement stock. Là. Dans le fond, ça prenait juste un auto parce que moi, dans mon cas, j'avais déjà eu une licence puis je ne l'avais pas renouvelée. Fait qu'il fallait que je sois là pour avoir droit à avoir ma licence. Je me suis pas cassé le bicycle. J'ai pris mon char de rue puis on descend. Puis on a continué de rouler. OK. Puis ça a été assez drôle. À la fin de journée, ça commençait à être corsé pas mal parce qu'on est deux gars assez compétitifs pareil. Hein? Fait qu'on commençait à avoir bien du plaisir sur la piste. Puis on commençait à se dépasser. Puis on pratiquait nos dépassements. Puis situation de course un peu. Puis à la fin, je peux même laisser Carl finir de le raconter. Mais à la fin, ça a fini assez violemment pareil. Simon, il a vu une vision de ma voiture qu'on monte pas d'habitude à personne. Puis dans les faits, les mags sur mon auto, c'était pas les mags d'origine, puis le cœur était un peu trop serré, ce qui fait que mon mécano, quand il avait vissé mes roues, le torque des roues avait l'air correct, mais dans les faits, était pris par le cœur et n'était pas vissé au fond. Fait que mes bottes sont enlevées, mais nous autres, on avait bien trop de fun à niaiser pour vérifier le torque de nos roues. Fait que je me suis retrouvé probablement le dernier tour à le faire, qu'il n'y avait plus de vis, mais que ma roue, elle tenait Fait que ma roue, on est arrivé à Sainte-Croix, tu as le banking, tu as une bonne ligne droite où est-ce que tu peux rouler. Puis après ça, tu as une espèce de petit boss S en semi de verre. Quand j'ai touché au frein, la roue arrière gauche a sorti, mais au lieu de juste sortir, est restée dans le quarter panel, ce qui fait que je me suis envolé au-dessus des S. Fait que Simon, il a vu ma tank à gaz, mon dessous de char, mon drive shaft. J'ai vu les exhausts au complet de la Mustang, l'auto de même. J'étais dans le bumper en arrière. Là. Oh, OK. Là, je me tasse. Je débarque l'auto. Je vais voir Carl. Carl a débarqué assez rapidement aussi de l'auto. Regarde ça. J'ai vu le nez de l'auto qui l'a touché avant à gauche quand j'ai atterri. L'auto a tourné naturellement vers la gauche, ce qui veut dire que l'axle au complet, qui n'a plus de roue, a tapé à terre. L'auto a relevé dans les airs, par retourner. L'axle a piqué dans le vibreur. Ça a cogné. Là, pas de cage, pas rien. Non, pas de cage. Mais nous autres, on est deux gars pas nerveux. Fait que je débarque, je regarde Simon. Simon, il rit, moi, je ris. Puis là, les deux, on ramasse les morceaux. Puis là, il y a l'instructeur-chef avec qui je m'entendais pas tant bien nécessairement, qui était pas facile. Puis là, il arrive, puis il fait ouais, c'est ça, t'as freiné avant le banking, puis là, t'as perdu le contrôle en dérapage. De Simon, comme non, l'auto a jamais touché à la piste. C'est la roue qui a décidé qu'il s'en allait. Wow. Mais elle avait pas de l'air magané, l'auto. Mais quand tu regardais comme il faut, tu voyais que le toit était corqué. Fait que ça, c'est jamais bon signe. Quand il y a une corque dans le toit, d'habitude, là, c'est signe que ça travaillait à quelque part d'autre. Et le plus drôle, la personne qui gérait pour donner licence, Simon puis moi, on ramasse les morceaux de mon char. Puis là, je dis, crime, si les autres veulent laper tantôt, on va se dépêcher à toute sacrée cochonnerie dans le coffre pour la tasser. Puis là, il me regarde, puis il se met à me crier après « T'as pas l'air nerveux! » Ben, t'as pas l'air nerveux. Si tu veux que je fasse de plus, le char, il est scrap. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas besoin d'être nerveux, là. Puis tu t'en vas pas faire de la course si t'es nerveux à cause d'un accrochage sans blessure. Mais tout de suite, ça avait cliqué. Là. Les deux, on avait déjà du fun ensemble. Ça a été notre première rencontre. Quand même. Ça devait être plus dur sans retourner à la maison après ça, Carl? Ça n'a pas de temps bien été, je dirais. C'était ton Mustang perso? Oui, c'était mon char de rue qui était scrap. Fallu que je rachète un char, mais puis je pense que c'est toi qui avais ton trailer avec un winch. On avait essayé de mettre l'auto sur le trailer, puis l'espèce de treuil avait pété en plus. C'était pas chic. La fin de journée était assez mouvementée. Mais on a ri comme des malades, puis quand on se revoyait après, on était juste à se voir, on était crampés. Et toi, à ce moment-là, tu faisais-tu de la course pro ou pas pantoute? Moi, j'avais fait... Tu faisais pas de la mécanique pro encore. C'est moi qui avais installé les roues. Là, j'avais fait une saison de laps parce que j'avais tout gagné puis ça allait bien. Après ça, j'avais été à Jim Russell. Puis là, je m'étais rendu compte que j'avais pas les moyens de rouler en formule. Puis là, après ça, j'ai fait des excursions en rallye puis en paquet d'autres disciplines. Puis je revenais au circuit routier. J'allais conduire un Porsche 944 Turbo cette année-là. Donc, c'était mon retour au circuit. Puis Simon, lui, c'était
l'arrivée du jeune coq plein d'adrénaline. Fait que on avait vraiment un fun noir. Là. Fait que là, toi, t'as fait quoi après, une fois que tu as eu ta licence? Dans le fond, là, j'ai eu ma licence, mais écoute, c'est sûr que la course, c'est une question d'argent. Fait que là, cette année-là, j'avais l'argent pour obtenir ma licence, mais après, dans le fond, moi, j'avais regardé, tu sais, ça faisait longtemps que je regardais ça depuis le secondaire. Tu sais, je parlais avec mes amis à l'école, puis qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire de la course. Fait que là, je regardais les avenues. Là, j'avais vu qu'il y avait ce cours-là qui était disponible. Puis dans le temps, c'était mettons, début des années 2000, Internet commençait. Fait que là, j'avais été voir, il y avait l'école à Bowmansville, à Mosport. Oui, l'école de Spénard David dans le temps. Ça, c'était à Shannonville. Spénard David, c'était à Shannonville. Il y avait le Bridgestone Racing Academy à Mosport. Là, j'avais fait venir le dépliant chez nous. Je regardais le dépliant, je voulais aller là, mais là, c'était loin, c'est dans le coin de Toronto. Là, j'ai dit, je peux pas faire ça. Là, j'avais entendu parler d'une école à Mont-Tremblant qui avait déménagé à Saint-Eustache qui s'appelait Autosport Basie. Okay. Qui était anciennement Jim Russell. Moi, j'avais fait Jim Russell en 94 dans le temps. Exactement. Puis l'avenue qui était intéressante avec Basie dans ce temps-là, c'est qu'on pouvait aller travailler pour l'école à titre de mécanicien, puis de participer après ça, avoir des cours de pilotage, puis de participer au championnat de Formule 2000 de fin de saison. Mais là, Carl, toi, tu peux pas aller là à titre de mécanicien après avoir vu tes pneus. Non, mais moi, je l'avais fait exactement ce programme-là, je l'avais fait à Tremblant. J'avais fait 8-9 mois là comme mécanicien, que tu travailles gratuit. C'est comme commun, parce que Richard Spénard nous disait ça, qui avait reçu Jacques Villeneuve comme mécanicien là-bas, mais qui n'était pas bon mécanique. Il avait peinturé le mur, puis tu sais. C'est un peu tout le monde qui a le même parcours, si je comprends. Ben, tu sais, si tu venais pas d'une famille fortunée, c'était pas mal ton way-in. Tu n'avais pas vraiment le choix de faire ça. Puis, autant Simon que moi, on venait pas de famille qui nous signait des chèques. Là, mais moi, ma 3, 4, 5e année de course, ma mère a fait des sandwichs. Ça a été ma commandite parentale. Puis Simon, c'était la même chose. Là. Tu venais pas d'une famille qui pouvait t'aider. Là. Non, mais exactement. Puis je regardais un peu les avenues, qu'est-ce qui était possible. Puis c'est pour ça que j'avais choisi cette école-là. Mais moi, avant ça, j'avais fait un peu de course. J'avais acheté un auto à 100$ quand j'ai commencé. J'avais acheté un Pontiac Firebird 1988 2.8 manuel. C'est pareil, cet auto-là. Écoute, j'avais commencé, il y avait une classe qui s'appelait Kamikaze dans ce temps-là, à l'autodrome Montmagny. J'avais fait une coupe de course dans le temps que c'était en terre battue ou en asphalte? C'est le début d'asphalte. Et on parle du début des années 2000 peut-être, mais écoute, j'avais fait 2-3 courses de ce côté-là. Après mais tu sais que pour 50$, tu aurais pu avoir une Mustang avec le toit corké, mais... Ouais, mais là, je savais pas si les roues allaient être bien serrées, mais j'ai pas pris de chance. Excuse-moi, mais écoute, on s'égare. J'ai commencé de ce côté-là. Après ça, j'ai fait un peu de course sur glace aussi. J'avais acheté un Honda Prelude, encore une fois, que j'avais pas payé cher. J'avais bricolé avec mes chums. Écoute, j'ai toujours été inspiré par mes amis. Je me tenais souvent avec des gens plus vieux que moi. Mes chums avaient des Camaro, des Mustangs à l'époque. Fait qu'écoute, ça m'inspirait, puis ça me donnait le goût d'apprendre à conduire encore plus. Fait qu'au début, j'ai commencé vraiment modestement. Après ça, j'ai commencé à faire des cours de pilotage justement pour courser sur circuit. Puis là, quand je suis vraiment allé du côté de Basie à Saint-Eustache, là, écoute, moi, je suis arrivé au paradis. Là. Quand je suis arrivé à Saint-Eustache, moi, c'était le paradis dans ma vie. Là, je travaillais dans une équipe de course. J'avais des cours de pilotage. J'ai rencontré à ce moment-là, écoute, je m'en rappelle, j'ai rencontré Éric Côté, que tu connais, Éric aussi. Oui, tout un chef mécano. Là. Qui est tout qu'un préparateur. Puis Éric m'avait même accueilli à un moment donné. Il voyait, j'avais pas beaucoup d'argent. J'essayais de faire ce que je pouvais. À un moment donné, Éric, il dit, écoute, il dit, viens rester chez nous. Il dit, je vais te donner un coup de main. J'avais été resté chez Éric. Je travaillais le soir dans le garage avec lui chez Key Motorsport dans le temps. Fait que tu faisais Basie de jour puis Key Motorsport de soir. Ben écoute, ouais, j'ai travaillé quand même pas mal avec Éric dans le garage aussi. Moi, je préparais les voitures aussi pour le lendemain parce que j'ai aussi une passion pour la mécanique. Fait que ça l'aide, par exemple. Ça va te dire que ça donne un coup de main. Là. J'adore le pilotage, mais je suis un gars qui adore les voitures, qui adore la mécanique aussi. Fait que j'ai mis bien des heures. Puis c'est vraiment un monde de contact. À partir de ce moment-là, c'est là que j'ai rencontré bien des gens. Cet été-là, j'ai rencontré Jacques Deshaies aussi. Puis Jacques me donnait un coup de main. J'y en dois toute une aussi à Jacques parce que tout le monde du journaliste automobile que j'ai rentré plus tard un petit peu dedans, c'est grâce à Jacques aussi. Fait que j'ai rencontré là cet été-là. J'ai coursé la première fois aussi de ma vie. Ma première course de circuit routier que j'ai faite à vie, c'est cet été-là aussi au Grand Prix de Trois-Rivières. Puis James Bessemer, qui était l'espèce de chef instructeur à Basie, il me disait ça n'a pas de bon sens, tu peux pas commencer à Trois-Rivières, il y a des murs tout le tour. Dans ce temps-là, YouTube puis les inboards, ça n'existait pas trop. Là. Fait que moi, j'avais aucune idée où est-ce que je m'en allais. Moi, je m'en allais courser au Grand Prix de Trois-Rivières. Fait que j'ai dit non, j'ai dit moi, je m'en vais là, puis c'est là que je course. Puis on était supposé courser avec une voiture
sais pas si tu te rappelles de ça, Carl, mais il y avait c'est un espèce de petit prototype. L'école avait acheté ça. Oui. Les Spec World Racer. Je t'ai vu rouler à Saint-Eustache là-dedans. Ouais, ça roulait vite, ces autos-là. Ouais. C'était un petit prototype avec un moteur de Formule Atlantique. C'était hyper rapide, mais la voiture n'était pas encore acceptée par la Fédération Auto-Québec. Parce qu'on roulait avec des Porsche, on roulait avec des Corvettes. C'est monoplace ou quoi? Oui, c'est monoplace. Puis c'était vraiment rapide. Imagine un mini sport prototype avec une mécanique d'Atlantique. C'était de toute beauté, la machine. Ah non, puis c'était le fun à conduire, puis c'était vite, là, avec des petits slicks en dessous de ça. C'était une belle petite voiture, mais sauf que la voiture n'avait pas été homologuée pour courser contre, disons, dans ce temps-là, c'était le championnat GT. Ouais. Fait qu'on coursait avec des Corvettes, des Porsche, avec des Mercedes, des BM. Puis 2 semaines, même pas, je pense 10 jours avant le Grand Prix de Trois-Rivières, nous, c'était supposé, dans le fond, qu'on coursait. Là, j'avais rencontré Jacques. Jacques était président du Grand Prix. Puis on était supposé faire équipe. Moi, j'avais comme donné un coup de main à Jacques à l'école. Puis Jacques m'avait dit écoute, il dit, on va faire équipe au Grand Prix de Trois-Rivières. Tu vas conduire avec moi une course à relais. C'est la Coupe du Maire dans ce temps-là. Puis 10 jours avant le Grand Prix, ils nous ont dit les gars, vous ne pouvez pas prendre cette voiture-là pour courser. Finalement, c'est trop dangereux. Vous ne pouvez pas courser à travers des voitures sedan avec un prototype. Fait que là, je me rappelle, Jacques m'avait appelé le soir. Ouais, ben là, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus de tours. Puis là, j'ai dit attends un peu, Jacques. J'ai dit moi, j'ai fait de la course à la glace. Tu sais, j'en ai une auto dans le garage chez nous. Ouais, dis t'as une auto de course, toi? J'ai dit ouais, tu sais, je suis un Hyundai Accent. Là, Jacques, il y avait silence au bout de la ligne. Hyundai Accent. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ben là, écoute, c'est mon auto de course sur glace, elle est modifiée pas mal. J'avais mis une mécanique 2 litres de tiburon dedans. Ouais. Mais écoute, le moteur avait été fait justement par la gang à Saint-Eustache de Key Motorsport. Fait qu'il y avait un moteur, ça avait 200 forces aux roues. Ah ouais, quand même. Fait que c'était quand même une bonne mécanique d'un petit auto qui pesait rien. Là. Mais on s'est reviré de bord. Il a fallu qu'on peinture l'auto. En 10 jours, on a essayé de faire quelque chose d'assez phénoménal avec ça. Mais attends, quand tu fais de la course, là, moi je connais pas ça, là, mais quand tu fais de la course sur glace, j'imagine tes ajustements sont complètement différents. Complètement différents. Fait que tu fais quoi entre les deux? Ouais, je vais te dire que ça, c'est le côté qu'on a travaillé le plus qu'on pouvait, mais il en manquait pas mal pareil. Fait il y a une affaire, ils appellent ça du budget. Ah, ouais, c'est ça l'affaire. On s'est présenté à Trois-Rivières avec un auto qui était nettement pas faite pour ça. Okay. On avait encore, pour te donner une idée, là, écoute, ça à glace, le but, c'est de rouler la voiture le plus mou possible pour que les roues aient de l'adhérence sur la glace comme telle. En circuit routier, c'est à peu près l'inverse. Okay. Mais tu sais, il faut que tu aies un mix des deux, disons. Là. Ouais. Mais j'avais encore des pneus, pas des pneus, j'avais encore des chocs, des amortisseurs que tu achètes chez Napa, là, des Monroe Sansadrac en dessous de l'auto. Ça, c'est quand t'as pas trop d'argent pour changer tes amortisseurs. Hey, on était arrivé à Trois-Rivières avec ça. Puis écoute, on avait été bénis, on avait été chanceux parce que la course, quand on a fait la course le dimanche, il y a eu une pluie torrentielle. C'était incroyable. Ah, fait que ça t'amenait un peu plus dans le style de pilotage. Exactement. Nous autres, ça nous a rapproché du manque d'adhérence qu'on trouvait sur la glace. Puis l'auto, c'est devenu une fusée. Là. Vraiment, là, je te dirais, là, c'était assez surprenant. Là. On a été... puis à l'époque, il y avait des grilles. Là, on était une trentaine de voitures. Là, on avait fini 8e ou 9e à l'époque. Là. Mais c'était quelque chose. On avait été chanceux dans le timing d'arrêt au puits. J'avais rentré juste avant un drapeau jaune. On avait fait le switch de pilote entre moi et Jacques. On avait été bénis pour la première course, vraiment. Là. Mais c'est ma première expérience que j'ai faite. Puis après ça, écoute, une piqûre directe dans les veines. Là, après ça. Mais y a-tu du monde qui tu sais, mettons, t'arrives avec une voiture comme ça, on va se dire, c'était pas une voiture pour ce genre de course-là, mais y a-tu du monde, d'autres pilotes ou d'autres équipes qui te regardent en voulant dire qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il arrive avec ce char-là. Ah oui, puis écoute, à l'époque, je roulais avec Étienne Bourgeat, qui avait un Acura Tipper, Georges Moustafis, qui est comique puis qui est coloré, qui avait un BM. Toujours des BM. Puis j'ai encore des inboards que j'ai réécoutés il n'y a pas longtemps. On avait mis une caméra avec des tie wraps dans l'auto. Puis ça à ligne droite, là, on me voit tirer bien comme il faut Georges avec sa BM M3. Fait que c'était assez surprenant quand même, là, la puissance qu'il y avait dans cette auto-là, pareil. Là. Fait que là, donc, après ça, après avoir fait cette course-là à Trois-Rivières, tu te dis, OK, la piqûre direct dans les veines. Fait que tu te diriges vers quoi après? Ben là, écoute, après ça, je suis allé découvrir le circuit Mont-Tremblant à la fin de l'année parce que j'avais jamais roulé à Tremblant. Fait que là, on est allé courser avec cette voiture-là à Tremblant. Puis je regardais un peu les avenues, mais c'est vraiment une question d'argent, la course auto. Qu'est-ce que je peux me permettre? Qu'est-ce qui est possible? Fait qu'après ça, je regardais, moi, quand j'ai commencé, qu'est-ce qui m'intéressait, c'était les formules beaucoup. Ça coûte cher quand même, le monde des formules. Fait que j'avais fait un deal pendant l'hiver avec Arfan Motorsport, qui était une écurie de Mirabel, qui avait développé un châssis pour rouler justement en Formule 1600. Il y avait de mémoire, écoute, ça fait un bon moment, là, mais c'était Olivier Lambert qui avait roulé cette voiture-là, qui l'avait développée. C'est une voiture qui était quand même assez rapide. Fait que j'avais fait le championnat canadien par la suite de Formule 1600 en 2005 ou 2006.
Puis ça avait quand même bien été. J'avais remporté le championnat de recrue de l'année, bien des top 5 au cours de la saison. Puis on se battait avec des grosses équipes, avec des gars qui avaient beaucoup de budget. Tu sais, à l'époque, là, je me rappelle, je me battais avec les frères Odette. Avec M. Odette, justement, là, qui était super gentil, puis qui venait me voir, puis qui me donnait des conseils. Puis, c'était quand même beau parce que les gens me voyaient arriver un peu de nulle part. J'avais pas fait de karting avant, j'avais rien fait du tout avant, vraiment, qui était attrait à la course auto. Puis j'ai rentré comme du jour au lendemain dans ce monde-là, avec des contacts, avec du monde qui m'ont donné des coups de main incroyables. Puis encore là, je pense à Éric Côté aussi, avec qui j'avais été coursé à Daytona. Il m'avait donné la chance d'aller courser en Grand Dame Cup à Daytona aussi, là, 1 an plus tard, après avoir fait ma saison de Formule 1600. Fait que de ce côté-là, j'avais été coursé avec Charles-André Bilodeau. On avait été coursé avec l'équipe Hyundai. Ouais, avec Chouchoune Bilodeau. Ben, écoute, ça me fait rire parce que c'est le surnom à ma fille, Chouchoune. Je trouve ça hilarant. C'est ça que j'allais dire. Pourquoi lui a ce surnom-là? Okay. Peut-être son côté princesse. Salut Charles-André. Mais écoute, c'est des souvenirs incroyables aussi. Là. Je venais de commencer à faire de la course. C'est comment, justement? Parce que moi, je l'ai roulé Daytona. C'est toute une track. Là. Ah, non. Mais quand tu arrives là, tu n'as pas tant d'années de course que ça dans le corps. Puis là, tu t'en vas dans le banking à se drafter par rouler proche. Tu as vécu ça comment? Ben écoute, je suis arrivé là, puis j'ai pas été impressionné tant que ça. Le premier tour, c'est sûr que tu te replaces, tu te mets en perspective un peu, mais c'est tellement grand, c'est tellement ouvert que tu n'as pas le phénomène de vitesse tant que ça. Puis, écoute, c'était le fun parce qu'on roulait. On avait 2 voitures. Ça, c'est les courses d'endurance, dans le fond, qui étaient en prélude aux 24 heures de Daytona. Fait que c'était une course de 4 heures. Fait qu'on avait chacun un moment dans la voiture. Moi, je partageais le volant avec Jean-Philippe Papineau. Jean-Philippe était le premier pilote. Puis moi, j'étais le deuxième pilote, dans le fond, pour finir la course comme telle. Puis, écoute, à la fin, ça, je vais toujours m'en rappeler aussi, par exemple, parce qu'à la fin, on roulait bien proche. Charles-André était dans la deuxième voiture, puis Charles-André était en arrière de moi. Puis il essayait de me dépasser, mais il n'était pas capable de profiter assez de mon aspiration quand même pour me dépasser. Puis à un moment donné, Éric a pogné le radio, Éric Côté, il m'a dit « Bon, il dit arrêtez de niaiser, les gars, là. Il dit Charles-André va te pousser. » Les radios de course, là, c'est jamais clair. Hein? Là, je dis « Ils vont me pousser. » Le silence à rien. On arrive sur la ligne droite en arrière à Daytona. Puis là, écoute, on roule 250, 260 km. Au lieu d'essayer de me dépasser, ben Charles-André venait faire le train puis il venait me pousser littéralement dans le pare-choc en arrière. Pour que toi, t'ailles plus vite? Pour qu'on aille plus vite. Les deux allaient plus vite. Puis là, on a commencé à remonter le peloton comme ça. Puis, écoute, on avait fini 15 et 16e cette fois-là. Puis on était parti, il y avait plus que 100 voitures au départ. Fait qu'il y avait du monde, puis... il y avait du trafic. Il y avait du trafic, mais ça a été une expérience incroyable, par exemple. Mais là, juste pour... moi, je connais moins ça, mais tu dis que c'était une épreuve de 4 heures. Toi, tu faisais les 2 dernières heures, c'est comme ça? Exactement, en plein ça. OK. Mais les 24 heures, ça doit être... Il y a des pilotes qui changent. Les 24 heures sont 4 pilotes qui font les 24 heures, puis ils se relaient tout le temps. Mais non, c'est assez incroyable. Tu sais, moi, je suis arrivé là, c'est ça, j'avais pas beaucoup d'années de course en arrière de la cravate, mais je vais toujours me rappeler, tu sais, au driver meeting. Tu sais, le driver meeting, il était avec tout le monde, avec même les gars qui font le 24 heures. Fait que j'étais assis à côté de Jimmy Johnson, Montoya, Pat Carpentier était là. Tu sais, moi, j'étais à côté de ces gars-là. C'est quoi que je fais ici? Le rêve de TQ. Ben, c'est ça. Tu sais, qu'est-ce que je fais ici? Moi, moi, je pourrais juste assister au meeting, ça irait. Oh, ben, c'est ça. Moi, courser, finalement. Exactement. Fait que, non, écoute, ça a été quelque chose qui m'avait impressionné beaucoup. Puis je commençais à faire de la course auto. Fait que là, c'est sûr qu'après ça, ben, tu veux toujours aller plus loin, tu veux toujours en faire plus. Puis je me fixais des objectifs, j'essayais de dépasser ces objectifs-là tout le temps. Fait que, écoute, c'est des belles années, c'est des super belles années. Quand tu finis comme ça, à une de tes premières courses, ben ça c'était une de tes premières, c'était ta première à Daytona? Oui, exactement. Tu te fais-tu remarquer par du monde dans le circuit ou c'est pas assez encore? Non, écoute, c'est pas assez pour se faire remarquer, pour dire que c'est pas comme disons au hockey qui a quand les recruteurs sur le banc. C'est ça, un recruteur qui est sur le banc qui regarde. J'ai été capable de me forger un nom, mais de là à se faire recruter par des grosses équipes, ça m'a amené à rouler avec une équipe de l'Arizona par la suite quand même, parce que je m'avais fait des contacts, puis j'avais roulé justement en mini avec une équipe de l'Arizona, puis j'avais fait quelques autres courses dans la série Grand Dame. Mais, tu sais, de là à dire que tu te fais recruter puis tu as une ride 100% payée, on était loin de là. Ça, c'est... Tu sais, quand on commence, les deux, on était bons enfants. Tu n'as pas d'Internet à ce moment-là, tu n'as pas rien. Fait qu'on pense tous que le monde va voir notre talent, notre attitude, notre niveau de travail. Puis là, on se dit, ben là, c'est sûr qu'après 3, 4, 5, 6 bons coups, on dit là,
c'est là que ça se passe. Il y a quelqu'un qui va faire « Hey, là, un auto, là... » Non. La vraie vie, c'est pas ça. Non, effectivement. Faut que tu travailles encore plus fort, faut que tu trouves plus d'argent. Ouais. C'est quoi justement la suite après ça, après Daytona? Écoute, après Daytona, dans le fond, après Daytona, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, justement, sous les conseils d'Éric Côté, j'ai bâti une Corvette. J'essayais de trouver l'auto qui allait le coûter le moins cher possible et qui allait aller le plus vite que possible. Puis là, je m'en rappelle, j'avais appelé Éric à un moment donné. Je dis, écoute, Éric, je veux avoir quelque chose qui avance, puis je veux avoir quelque chose qui va vite, mais j'avais pas de budget. OK. Fait que là, il dit, mais tu pourrais t'acheter une Corvette, et c'est pas cher à rouler, ces Corvettes-là, et ça brise pas. Puis là, dans ces années-là, écoute, c'est en 2000, peut-être 2010, là, je regardais les générations de Corvette C5. C'était quand même une super belle géométrie là, qui était arrivé quand même avec un châssis qui était hyper efficace. Des bonnes motorisations aussi, le début des LS. Ouais. Le début des LS. 405 HP d'origine, c'est Z06, je pense, dans ce temps-là. Oui, exactement, avec le 6 litres. Fait que là, j'étais arrivé, moi, justement, là, j'avais trouvé une voiture accidentée. Puis, je me rappelle toujours aussi, il y a un de mes chums qui m'a aidé beaucoup aussi cet hiver-là, Serge, qui a un garage à côté de chez nous. Puis, c'était un de mes chums de jeunesse aussi qui m'a inspiré beaucoup, qui avait une Mustang dans le temps. Puis, je veillais avec ces gars-là qui avaient des Camaro puis des Mustangs. Puis, je me disais que je voulais courser. Fait que là, Serge, c'est ça, lui, il avait un garage. Puis là, le deal qu'on avait fait, c'est qu'il dit, écoute, tu trouves une voiture et tu vas te prêter l'espace pour la réparer. Fait que j'avais trouvé un auto dans le coin de Granby. Puis, écoute, c'était un gars qui vendait des Corvettes, disons, accidenté, que celle-là, il m'avait vendue parce que c'est une voiture qu'il avait achetée pour les pièces. Pour te donner une idée, là. Mais la Corvette était démontée pas mal. Le châssis était pas magané, le châssis était intact, mais il restait plus rien après l'auto. Il avait pris à peu près toutes les pièces possibles et imaginables, il restait un pare-brise sur l'auto. Fait que le pare-brise, le châssis, puis il y avait un moteur qui était pas en marche dedans. Fait que je m'en rappelle, j'étais arrivé le matin au garage à mon chum, puis je regarde sur le trailer, puis c'était un trailer ouvert, c'était en plein hiver. Puis regarde ça, puis c'était à peu près au mois de février, puis on commençait à courser au fin avril, début mai. Fait que là, il me regarde, tabarnouche, j'ai le projet, toi. Ça va être occupé les prochaines semaines. Fait que finalement, j'ai bâti cette voiture-là pendant l'hiver avec mes chums qui m'ont aidé. Ils m'ont été arrivés aux courses avec ça. Puis effectivement, la voiture, c'était une fusée en partant. Là. Oui, j'avais quand même eu des bonnes relations. J'avais parlé beaucoup avec une équipe, c'était Doug Rippey Motorsport, ça s'appelle. Il était dans le Minnesota, je me rappelle bien. C'est des gars qui avaient une équipe de Corvette. Fait que j'avais fait les affaires quand même comme il faut. J'avais appelé ces gars-là, on avait parlé beaucoup. Ils m'avaient dit quoi mettre comme suspension, quoi mettre comme frein sur la voiture. T'sais, ils développaient des Corvettes. Fait que j'étais parti. Ouais, c'est ça. J'ai pas fait le développement au complet. J'ai triché un peu. Fait que j'étais arrivé avec des bonnes pièces à la voiture. Puis dans ces années-là, j'ai eu des belles années de course aussi, vraiment. Là. Écoute, j'ai gagné les 3 championnats en ligne, dans le fond, du Québec. J'ai gagné, je pense, c'est 2009, 2010, 2011 que j'avais gagné le championnat les 3 années en ligne avec ma Corvette. Puis je roulais avec Julien Pilon dans ces années-là. Avec la chute de performance aussi. Puis, écoute, de bons souvenirs. Si j'avais Julien, écoute, c'est certain qu'il va se souvenir de quelques épopées qu'on a eues sur la piste aussi. Puis il y a des vidéos YouTube, si on tape, disons, Corvette Subaru sur YouTube, on peut tomber sur... Corvette Subaru Icar, puis prenez-vous du popcorn. Là. Moi, si vous me dites ça, c'est sûr que je vais vous le demander. Écoute, moi, je laissais pas un centimètre sur la piste dans ces années-là, puis j'en laisse pas encore bien plus. Puis Julien, c'est la même chose. On était 2 têtes de cochon, fait que si un mettait les pieds en avant de l'autre, souvent, ça finissait des fois qu'un coup d'une porte. Puis avec 2 autos, pas nécessairement rapides, exactement aux mêmes endroits. Fait que dès qu'un voyait qu'il y avait l'avantage dans cette section-là, l'autre, il disait « Hey, oublie ça. Ouais. » C'était vraiment ça. Non, c'était vraiment ça, parce qu'effectivement, lui, il roulait avec un Subaru. Puis écoute, sa Subaru, c'était plus puissant que ma Corvette. C'était traction intégrale. Ouais. Mais la voiture avait des points forts à certains endroits, où est-ce que moi, c'était le contraire. Moi, j'avais des points faibles, puis à d'autres endroits, j'étais plus rapide sur la piste. Fait que ça donnait des courses assez serrées. Là. Il y avait toujours des opportunités qui s'ouvraient. Puis des fois, ça finissait un peu serré aussi. Puis écoute, j'étais pas du genre à lever le pied pendant tout. Mon auto, je l'avais bâti moi-même. Puis c'est une coquille en fibre de verre. Fait qu'au pire, tu fais un peu de fibre pendant la semaine, puis t'es prêt à repartir. Puis je roulais avec un monsieur Hébert aussi, qui avait une Porsche 997, une Coupe dans ces années-là. Ça devait être... Je me rappelle plus exactement c'était quelle année sa voiture, mais c'est une voiture qui était hyper rapide. Puis, c'est ça, disons qu'on arrivait 2 de large dans un virage, ben les gars, ils savaient que j'allais pas lâcher ben. Fait que souvent, je roulais avec des voitures qui valaient quand même cher. À Mosport, on roulait avec des Ferrari, contre plein d'autres voitures. Puis souvent, ben, les gars, ils étaient peut-être un peu plus gentlemen que moi à ce moment-là. Puis j'étais pas du genre à lever le pied, ben. Fait que ça finissait qu'on avait quand même des très, très bons résultats à travers des voitures qui valaient 7-8 fois le prix de ma voiture à moi comme telle.
Attends, donc toi, avec ta Corvette, tu roulais des fois contre des Ferrari, tout ça? Ben oui, effectivement. D'où l'idée qu'il y en a d'autres qui avaient des valeurs plus grandes. Ben là, oui, exactement, en plein ça. Là, ça, c'était dans quel circuit? Ben, au début, dans le fond, j'avais coursé dans le championnat, le championnat GT du Québec. Puis par la suite est venue la série Supercar canadienne. Okay. Fait que c'est là justement que j'ai gagné un championnat dans la série canadienne de Supercar là, en 2015 de mémoire, 2014 ou 2015. Ben c'est ça, à un moment donné, je me cherchais d'autres choses aussi. Il y a eu un moment aussi que j'ai coursé avec Lombardi Honda, avec les Civics de Tony Lombardi aussi. Écoute, j'ai eu bien du plaisir aussi avec ces voitures-là, avec Ben Distolo qui était mon teammate, Nick Whitmer aussi qui était mon teammate. Nick est un gars qui sait conduire pas à peu près. J'essayais toujours de me battre, puis j'essayais toujours d'être plus vite que Nick. Mais écoute, j'ai travaillé. Je pense que dans l'été, il y a eu une session où j'étais plus vite que Nick. Là. J'étais toujours pas loin, mais il était rapide, puis il était dur à aller chercher. Nick Whitmer, c'est deux phénomènes, puis c'est deux gars qui sont ramassés de haut niveau professionnel. Là, on se ramassait. Je me rappelle une course, on s'en allait courser à Montréal, puis il y avait une course comme le week-end d'avant à Saint-Eustache. Puis là, Tony Lombardi m'a dit là, les gars, il faut pas que vous touchez aux voitures, il faut pas que vous endommagez les autos pantoute. Puis Nick puis moi, on s'était battus. On dirait que c'est une phrase qu'il faut pas dire. C'est comme on dirait que c'est un curse. Ouais, puis j'avais eu une shot. C'était à peu près la seule shot dans la saison que j'avais pour battre Nick. Et j'avais été en avant pratiquement toute la course. Les derniers tours, on s'était redépassé 2 fois. Il avait court-circuité à la chicane. J'avais été bon pour repasser, puis on avait tombé 2 de large juste dans le dernier virage avant d'arriver au finish line à Saint-Eustache. Puis on n'avait pas touché aux voitures, mais écoute, c'était serré pas à peu près. Fait que ça, c'était dans le championnat canadien aussi. Fait que c'est tous des super beaux souvenirs de course que j'ai. Puis, toi, Carl, t'étais où à ce moment-là? En 2015? On était en 2015? Ouais, entre 2012 et 2015, je te dirais. Là. Je devais être dans mes années drift, vers la fin des années drift. Moi, j'ai toujours été du circuit routier à drift, à glace, au rallycross. Moi, j'étais une super balle. Là. J'allais où est-ce que le monde me disait d'aller, puis je rebondissais partout. T'allais où est-ce qu'il y avait du budget? Ben oui, essentiellement, où est-ce qu'il y avait des volants. Puis j'ai pas les capacités mécaniques de Simon. Okay. Moi, je peux faire de la mécanique de base, des jobs de briques, des affaires, mais Simon, c'est un solide préparateur. Là. Puis fait que c'est sûr que ça t'a aidé à combiner avec ta capacité de travail, puis avec le fait que tu lâches jamais, ça t'a amené à avoir des saisons extraordinaires. Là. Ben, c'est sûr que ça prend une tête de cochon, c'est certain. Puis écoute, les heures dans le garage, faut pas les compter non plus. Mais tu sais, je dis ça, je suis chanceux parce que je suis super bien entouré aussi. J'ai une équipe de mécanos qui travaille avec moi encore aujourd'hui en NASCAR. On est tous des amis à la base. Il y a personne qui est vraiment professionnel là-dedans. Mais tu sais, on vient à bout de préparer des voitures pour se battre avec des grosses équipes professionnelles, puis c'est pas si gênant que ça, pareil. Fait que... Mais il doit y avoir un bon buzz, justement, là-dedans, de dire exactement ce que tu viens de dire là. Nous autres, on n'est pas des professionnels, même si je considère quand même que vous devez l'être en quelque part, puis vous battez contre des grosses équipes. Ben oui, c'est ça. Il y a un peu David contre Goliath tout le temps, fait que vous avez toute la même raison d'être là. Ben oui, c'est sûr. Écoute, je pense juste après ça, après les années de ma Corvette, là, je me cherchais d'autres choses à faire, notre gagner le championnat canadien. Fait que là, je regardais la série NASCAR, justement, Canadian Tower à l'époque, qui est devenue NASCAR Pinties. Puis là, moi, je regardais ça, puis je voyais les pilotes qui roulaient là-dedans. Puis Andrew, ça a tout le temps été un pilote que j'adorais, Andrew Ranger. Puis je voyais ces gars-là. J'ai dit, faut que j'aille rouler avec ces gars-là. Mais là, quand je suis arrivé là, j'ai frappé un nœud parce que le budget, écoute... Là, explose. Oh, oui, là, le budget explose. Moi, je partais des années avec ma Corvette. J'avais acheté un lot de 100 pneus usagés. J'avais fait 3 saisons avec ça. Puis c'était vraiment ça le pire. Là. J'avais acheté un lot d'une équipe de LMS dans ce temps-là, vendu par un gars de l'Ontario. Puis j'avais pas acheté un pneu neuf de toutes les années que j'avais roulé avec ma Corvette. Puis là, j'arrivais en Pinty, c'était pas le même budget pantoute, là, mais vraiment pas. Là. Fait qu'on arrivait aux courses avec mon... J'avais dans ce temps-là un petit trailer fermé. Puis écoute, c'était un trailer 20 pieds, là, fait que c'était pas gros. Le char rentre puis il rentre rien en arrière. Non, ben là, c'est ça. Là. Puis les gars, eux autres, ils arrivent là avec un 53 pieds, puis la grosse affaire. Moi, j'arrivais avec mon camion, puis les gars, ils riaient. J'avais un Chevrolet 2500 HD dans ces années-là, avec un 6 litres des années 2000. Là. On descendait courser à Mosport avec ça. J'avais un drum de fuel dans la boîte en arrière. J'avais mon moteur d'Esper qui était là. Parce que au moins, j'avais un moteur d'Esper. J'avais 8 roues dans la boîte du camion. Le camion était écrasé à terre. J'avais l'auto en arrière. Puis on arrivait, puis on débarquait dans les paddocks avec les grosses équipes, puis avec des gars avec qui j'admirais depuis des années.
Puis on avait quand même des... Tu sais, la première saison que j'ai roulée, quand on est arrivé à Trois-Rivières, la première course qu'il avait faite de la saison avait moins bien été à Mosport, si on peut le dire comme ça, parce que j'avais sauté mon premier moteur à Mosport en partant. Okay. Ça avait fait mal. C'est pas des moteurs à 1500$. Non, ça avait fait mal. Mais quand on était arrivé à Trois-Rivières, écoute, il y avait des grilles de 32, 33 autos, puis on avait fini 10e à Trois-Rivières. Fait que ça, pour nous autres, c'est une victoire. Puis tu penses que les équipes en général avaient un budget combien plus grand que le tien pour... écoute, c'est 10 fois. 10 fois, hein? Exemple, si tu roules 100 000, les autres roulent 1 million. Ouais, c'est pas des budgets d'1 million. Là. On peut y aller à plus petite échelle un peu, mais c'est des budgets de 300-400 000 par année, pareil. C'est des gros budgets là, quand même rendus là. Puis écoute, même la première année, on avait roulé, Jacques Villeneuve roulait avec nous autres. Ouais. J'étais en train de me pincer dans l'auto. Là, à un moment donné, je le suivais à Trois-Rivières. Puis je me battais avec l'auto qu'on venait de préparer à 4 pattes dans le garage chez nous. Puis non, écoute, c'est bon, parce que ça te fait connaître toute la valeur de ce que tu fais aussi. Oui, c'est sûr. Mais je te dirais que c'est pas le chemin facile. Quand même pas aller aux courses. Puis j'avais pas le choix parce que si je voulais rouler dans cette série-là, fallait que je fasse des efforts de la sorte. Mais écoute, c'est tout le temps ça qui m'a démarqué un petit peu. Là, j'ai travaillé quand même pas mal pour être rendu où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. On parle de David Goliath, un dépassement d'anthologie que Simon a fait au Grand Prix de Trois-Rivières il y a des années. Puis tu avais celui qui avait la grosse commandite nationale de Castrol et tu avais Simon avec un beaucoup plus petit collant sur son auto du même manufacturier. Puis ça vaut à peine que tu expliques le dépassement. Écoute, c'est de toute beauté. Ouais, écoute, ça t'a J'ai jamais vu Didier Scranon aussi excité à décrire une course. Là. Mais ça fait pas si longtemps, le pire, c'est en 2019. C'est en 2019. Puis moi, dans le fond, j'ai roulé dans le fond 2017, 2018, 2019 avec une voiture aux couleurs de Castrol. Avec la gang du Québec ici, j'ai eu un super bon deal. Ça m'a permis de courser les courses du Québec avec une voiture aux couleurs de Castrol. Et Castrol, eux, commanditent une grosse commandite nationale, un coureur qui s'appelle DJ Kennington aussi. Il doit courser, ça doit faire 20 ans ou 25 ans en NASCAR canadien. Puis on est arrivé, c'était la première course que je faisais avec l'écurie Dave Jacobs aussi. Un super bon préparateur du côté de l'Ontario. Ce week-end-là, écoute, tous les gens de Castrol du Québec étaient là. Il y avait une loge, puis on avait été, j'avais été rencontrer les gens, puis j'étais prêt pour la fin de semaine. J'avais une bonne voiture. Puis c'était assez touché parce que mon coéquipier, en plus, au sein de l'écurie de Dave Jacobs, c'était Alex Labbé. Puis il restait une coupe de tours à la course. Il devait rester 5-6 tours à la course. Puis j'étais en 7e position, qui était quand même très, très bien. Mais je m'en rappelle, en sortant de la porte du Plessis, justement, à Trois-Rivières, Alex était en avant de moi, Alex Labbé, puis il était 2 de large avec Kennington. Fait qu'Alex, qui est mon teammate, puis il y avait DJ qui était là aussi, qui roulait la grosse commandite Castrol. Eux étaient nez à nez, puis moi, j'étais juste en arrière. Puis en sortant, j'ai vu qu'ils n'ont pas eu une si bonne sortie du virage. Puis écoute, ça mène une longue ligne droite. Moi, j'avais bien de la vitesse, dans le fond, en sortie de virage. Puis j'ai amené cette vitesse-là jusqu'au bout. Mais écoute, rendu au bout, là, ça vire 90 degrés. Là. Il y a beaucoup d'accrochage. Il y a beaucoup d'accrochage. Je ne sais pas à quelle vitesse qu'on peut arriver, mais on arrive quand même assez vite, là, presque au bout de la guire de nos véhicules. Là. Fait qu'on arrive en haut de 200 facilement. Okay. Puis je me suis dit dans l'auto que j'avais une bonne shot pour être capable d'en dépasser deux en même temps. Les deux se battaient côte à côte. Ouais. Puis moi, je suis arrivé, puis j'ai déboîté d'un coup sec. Puis écoute, ça a passé. Ça a super bien passé. J'ai pas touché personne. Je me suis placé là. Je les ai dépassés directement, puis j'ai tombé 5e à quelques tours à faire. Puis écoute... tu as tenu ta position jusqu'à l'arrivée. Non, c'est ça qui a été plus difficile. Ça a moins bien terminé, par exemple. Ça a moins bien terminé parce qu'une coupe de virage plus loin, disons qu'il y en a un qui n'était pas trop content non plus, qu'il ait fait un dépassement comme ça, qui est venu m'en donner un coup dans le bumper en arrière, puis j'ai fini dans le mur. En bon québécois, on dit... Non, c'était pas DJ, mais c'était mon autre coéquipier. Quand on dit se faire domper, là, c'était pas élégant comme manœuvre. Disons-le comme ça, là. En fait, la tienne, ta manœuvre était élégante, mais celle d'après, elle l'était moins. Moi, j'ai pas touché à personne, puis ça a passé, mais écoute... C'est dans les règles de l'art. Ça fait partie de l'adversité qu'on peut retrouver sur la piste aussi. Puis, Et pour faire du millage là-dessus, moi, je suis pit reporter pour la série, puis on est en direct à RDS. Fait que je vois Simon se faire domper ses écrans. C'est mon grand chum. Moi, je voyais sa course, je le voyais top 5. Écoute, j'avais les larmes aux yeux qui coulaient, je le vois se faire domper.
et je suis obligé de faire une entrevue de podium avec le gars qui l'a dompé. Avec le dompeux. Fait que les 2 premiers, je fais de la belle entrevue habituelle. Puis la 3e, qui s'attend à une question, es-tu fier de ta victoire? Tu remercies tes commanditaires, peu importe. Je dis, OK, ça va être comment dans les puits avec ton coéquipier suite à l'accrochage? Long silence. Merci. Fait que, on repasse au studio. Je dis là, c'était gars. Wow. J'étais pas content. Là. Puis, vous avez parlé tantôt, vous avez effleuré en fait, c'est toi, Simon, qui a parlé de ça, mais Trois-Rivières, le circuit, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Tu disais les murs sont proches. C'est dans la ville? C'est un circuit urbain. Mais... C'est un circuit urbain. Écoute, moi, c'est le genre de circuit que j'adore parce que c'est quand même des... T'as des longues lignes droites, mais des coins très, très serrés. Ouais. OK. Puis, écoute, ça donne lieu à des bons dépassements. Ça donne lieu à des bonnes batailles sur la piste. Puis l'ambiance, écoute, c'est beaucoup l'ambiance aussi du week-end. C'est la grosse fin de semaine. Même au Canada, dans la série NASCAR canadienne, c'est la plus grosse fin de semaine. Fait que tous les commanditaires sont là. Dom Fugère qui fait un job incroyable aussi à titre de directeur général du Grand Prix. Il y a de l'ambiance. C'est vraiment le package complet qui fait qu'à chaque année, c'est un événement qui est unique. Là. Et il n'y a pas d'air à Trois-Rivières. Sur le circuit, là, tes freins, ils ne refroidissent pas. Ça, c'est c'est une piste qui est épouvantable pour le système de freinage. Fait une partie de ta course, il faut que tu gères pour réussir à bien la terminer. Fait que c'est très, très difficile, ces pilotes, puis presque pas d'échappatoire. Ça veut dire quoi, gérer ses freins? Ça veut dire rouler moins fort pour moins les maganer, mais pour Simon, durer? c'est un champion, il est meilleur que moi pas mal là-dessus. Ouais, c'est du managing de course, je te dirais, beaucoup. Les freins, les pneus. Nous autres, nos voitures, c'est assez pesant. Les voitures de la série NASCAR canadienne, c'est des voitures assez pesantes. Le système de freinage est correct, mais il faut quand même y faire attention aussi. Ça s'est amélioré beaucoup au fil des dernières années, mais encore là, il faut faire attention à nos freins. Mais ça, chaque voiture, c'est comme toutes les séries. Tout le monde a obligatoirement les mêmes pièces. Écoute, il y a certaines pièces différentes qu'on peut utiliser sur nos voitures NASCAR. Présentement, cette année, même, ils viennent de changer le système de freinage complet. Il y a des gens qui vont continuer de rouler les anciennes générations. Il y a des gens qui vont essayer les nouvelles générations de freins. Ça va être à voir aussi un peu là, vers où qu'on va s'en aller. Mais en gros, c'est sûr que une piste comme à Trois-Rivières, tu peux pas attaquer à chaque tour comme si ça serait le dernier. Il faut vraiment que tu gères ta course. Puis il y a beaucoup de relances. Fait que souvent, il y a des accidents, souvent, il y a des accrochages. Fait que ça donne des restarts, ça donne des relances aussi. Fait que là, c'est d'essayer de jouer justement pour manager puis garder ton stock à la fin pour justement être vite pour la dernière relance puis essayer de passer le plus de voitures aussi à la dernière relance comme telle. C'est vraiment de la gestion. C'est de la gestion. De ton véhicule. Puis j'avais de la misère avec ça au début. Je m'en cache pas au début. J'essayais d'aller vite le premier tour tout le temps. Puis en ovale aussi, j'ai commencé à faire des courses en ovale. J'avais pratiquement pas d'expérience en ovale. J'ai commencé dans la série canadienne. Puis aller vite avec l'auto, un tour, j'étais capable de le faire puis ça allait bien. J'étais capable de bien qualifier. Mais aller vite 300 tours avec un auto, c'est de la gestion pas à peu près. En plus, tout le stress psychologique aussi. Si tu es leader, j'imagine c'est complètement différent que si tu suis le groupe parce que tu as plein d'accrochages en avant de toi qu'il faut que tu évites ou bien tu peux être drafté, tu peux pas. Puis là, quand tu es en avant, moi, ça me fait capoter. T'sais. Moi, c'est ça qui me fait... À chaque fois qu'on reçoit des pilotes comme vous autres sites, c'est comment tu fais pour gérer, être en avant puis d'être seul en sachant qu'il y en a un qui te pose dans le cul. On a rien que c'est une bretelle d'autoroute, il y en a un qui te colle trop puis ça me gosse, tu sais. Vous autres, vous êtes là à 300 puis vous êtes de même, c'est capoté. Ouais, mais c'est le fun. Simon, on doit avoir une photo du NASCAR à Simon, justement. Exactement. Ah. Fait que ça, c'est tes nouvelles couleurs. Ça, c'est mes nouvelles couleurs de cette année, justement, avec... il est beau le char, hein? Oui, il est beau. Encore il est beau, puis écoute, les couleurs, justement, on les a choisies avec Marcel Duclos. Puis c'est le fun aussi, parce que Marcel, à la base, c'est Carl qui me l'a présenté. Fait que ça, c'est une belle histoire aussi, pareil. Là, on a commencé à faire des tournages, moi et Carl, ensemble. On peut dire qu'on aime l'échanger, c'est ça? C'est ça, exactement. Puis c'est un grand passionné. Marcel Duclos, c'est un passionné hallucinant de voitures. Lui aussi, c'est un collectionneur. Ah non, puis moi, je l'avais vu d'un événement Lamborghini dans le temps. Puis il m'avait dit, tu veux des autos, mais souvent on se le fait dire, mais le monde sont nerveux. Puis lui, il était arrivé, combien tu veux de pneus? Pardon? Oui, combien tu veux de pneus? Là, tu vas le brasser, le char, là. Oh, OK, on est sérieux. Là. Ah non, on peut dire que c'est un vrai. Dans les images génériques, là, vous voyez des fois d'un peu de fumée, il y a une partie des véhicules qui était à M. Duclos. Ben non. M. Duclos, c'est-tu le propriétaire de Chrysler? Duclos Chrysler. Quatre concessions, dans le fond. OK. 4 concessions Chrysler. Puis cette année, c'est mon commanditaire principal. OK. Ça fait quelques années qu'on se parlait, moi et Marcel. Puis écoute, il dit, cette année, on y va, puis j'embarque avec toi. Puis moi, ça m'a donné un méchant coup de main aussi, parce que veux pas. Moi, que les années de pandémie, ça a été un
peu plus rough. Ouais. Après ça, là, tu renégocier des commanditaires aussi. Moi, j'ai tombé en renouvellement de contrat avec Castrol en plein milieu de la pandémie. Ouais. Fait que c'était pas le timing idéal. Fait que après ça, cette année, ben c'est ça. Ça s'est décidé assez tôt, au mois de novembre 2023, l'année passée. Dans le fond, Marcel m'a dit écoute, j'embarque avec toi. Fait qu'on a racheté. Moi, j'ai une voiture d'Oval. Là, on a racheté une voiture de circuit routier avec Marcel directement. OK. Donc, même le groupe du Clos a racheté un véhicule directement. Fait que ça te permet de faire plusieurs Ça me styles permet de de faire- courses dans exactement. l'année. Les courses en ovale, les courses en circuit routier aussi. Sans Puis- louer aussi. Ben c'est ça, parce que là, je suis propriétaire aussi de. On est propriétaire de notre matériel. Ouais. Fait que de ce côté-là, écoute, moi, ça m'a donné un coup de main parce que, veux pas, qu'est-ce qu'on dit souvent aussi, c'est quand on va chercher un partenaire, ben après ça, aller en chercher d'autres, ben c'est plus facile. Puis c'est un peu Ouais. ça c'est un peu ça envers et contre tout ce qui s'est passé aussi. Tu sais, Marcel m'a donné vraiment un bon coup de main avec le groupe du Clos au mois de novembre. Moi, j'ai mis quand même les bouchées presque les bouchées doubles pour aller chercher de l'argent supplémentaire parce que Ouais. j'avais besoin d'un budget de course supplémentaire. Puis là, j'ai re-signé plusieurs commanditaires justement pour cette année. Fait que ça va me permettre de courser. Tu vas faire combien de courses si tout va bien, mettons, puis tant mécanique que Ouais. tu sais, Ben écoute, cette que tout, année, là. dans le fond, je vais me concentrer, je vais faire les courses au Québec de la série canadienne. OK. Fait que ça donne 4 courses dans le fond. Fait que je vais faire le Grand Prix de Trois-Rivières, Circuit Icar, je vais faire l'autodrome Montmagny aussi, puis l'autodrome Chaudière à Vallée-Jonction. La série canadienne, il y a combien de courses au total? Au total, il y a 12 courses. Ben, avec ça implique que là, ceux qui les font toutes, le budget il est exponentiel, il est explosé. Ben non, parce que ouais. ils traînent leur char, le staff, partout maritime, et West Coast, East Coast. Là. Ben, quand je parlais d'équipe professionnelle, ben c'est ça aussi. C'est ça. Tu sais, veux pas, il y a une partie du championnat qui joue dans l'Est. Fait que les gars vont jusqu'à Terre-Neuve, vont en Nouvelle-Écosse. Il y a une partie du championnat qui joue dans l'Ouest. Les gars vont du côté de l'Alberta aussi courser. Fait que là, c'est là que ça implique des gens qui sont à temps plein à travailler sur des véhicules. Qu'est-ce qu'on n'est pas nécessairement comme tel, mais écoute, je suis super bien entouré. Puis, tu sais, c'est ça, les gens de mon équipe. Tu sais, je le dis tout le temps à mes gars de l'équipe, là, je pourrais pas faire ça s'ils seraient pas là, c'est sûr et certain. Là, tu sais, ça a l'air d'un sport individuel, la course, mais c'est tout à fait le contraire. Là. Non. Ah non, sûr. c'est tout à fait le contraire. Écoute, ça me prend ça prend des passionnés, des gens qui viennent m'aider dans le garage à préparer l'auto, des gens qui viennent m'aider aux courses aussi, justement. Là. C'est ça qui est le fun aussi. Tu sais, on fait des arrêts au puits avec la voiture. Puis, tu sais, souvent, on se pratique un peu dans le garage chez nous, mais on n'a jamais la même dextérité ou la même pratique que les gars qui coursent annuellement ou toute la saison complète. Puis, on arrive à faire un arrêt au puits, puis souvent, ben, on fait des très, très bons arrêts au puits, même qui se comparent aux grosses équipes de pointe. Puis ça, c'est drôle. Puis ça, moi, c'est le bout que j'aime aussi. Là. Puis les gars, écoute, je le sais, là, ils sont stressés, Ils se pas à peu donnent. près. Là, tu sais, Martin, un gars qui est dans mon équipe, c'est lui le fuelman. Fait que c'est lui qui fuel l'auto. Là, puis je le sais, les gars sont stressés. Puis moi, ça me fait rire. J'arrive au puits avec l'auto. Puis moi, j'ai le grand sourire. Là, je le sais, là, c'est là. Ils prennent au sérieux. Ah oui, ils puis, se prennent au sérieux, mais ça fonctionne. Puis écoute, C'est ça. moi, c'est ça que j'aime parce que là, j'implique tout le monde aussi Ouais. avec moi. Puis tu sais, à un moment donné, C'est oui, pas un one-man show. non, c'est ça. Puis on va tout aux courses pour gagner, mais tu sais, à un moment donné, moi, je peux faire une erreur sur la piste, eux autres peuvent faire une erreur d'un puits. C'est ça que je dis aux gars. Je dis, écoutez, prenez pas trop ça au sérieux. Arrangez-vous pour avoir du fun en premier. Puis écoute, après ça, les performances découlent du reste. Mais je te dirais que je suis chanceux parce que j'ai une très, très bonne équipe aussi là, à préparer l'auto avec moi. Là. Puis là, j'ai une question, moi. Une J'ai question, tout le temps moi. des questions. Tu sais que t'as le droit d'avoir des questions. Ouais, hein, parce c'est que un parce que podcast. ça, j'ai jamais posé cette question-là. Toi, là, parce que moi, je te connais, là. Je sais que tu es un maudit naturel qui se pratique pas tant, tu sais. Puis, c'est quoi le niveau de préparation d'une course? As-tu le droit de rouler ton char ou bien le risque de le briser est trop grand? Fait qu'il faut que tu manages que quand tu as fait un tour puis que tu es dans les essais libres, tu es parfait, c'est beau, j'arrête ça, je parque ça pour pas le briser. C'est quoi ton. Faut que tu t'y ailles une semaine avant? Chez vous, tu prends pas ça dans la rue? Tu t'essayes ça quand ton char? Non, va ben bien? écoute, ça, encore là, c'est une question de budget aussi. Ouais. C'est sûr, parce que ça prend des pneus, ça prend du gaz quand tu vas rouler. Mais le but, ben, c'est d'essayer de me pratiquer le plus que possible, c'est certain. Écoute, c'est ça que je me suis dit cette année. Je me suis dit que j'allais essayer d'aller me pratiquer, justement. J'ai 2 circuits qui sont quand même assez proches de chez nous, avec Chaudière, avec Montmagny. Fait que je me suis dit que je voulais aller tester, justement, quand même pas mal avant les courses. Mais t'arrives comme une piste comme à Trois-Rivières, tu peux pas tester avant. C'est un circuit, unique. C'est un circuit routier qui fond, justement, au cours de l'été. Fait que tu peux pas aller te pratiquer là-bas. À Icar, on va aller se pratiquer, c'est sûr. Mais écoute, encore là, c'est ça. Il faut que tu arrives avec un bon niveau de préparation. Puis, tu sais, j'ai fait des miracles avant avec des voitures souvent qui faisaient que j'étais capable d'avoir des bonnes performances. Mais en NASCAR, le niveau de compétition est tellement haut que j'ai pas le choix d'arriver avec un minimum de préparation. Puis j'essaie justement de focusser un peu plus sur la préparation.
Autant préparation physique, quand c'est comme, disons, la course à Mosport, ben là, je n'irai pas la faire cette année, mais quand je coursais à Mosport, je me pratiquais sur simulateur aussi avant. J'essaye quand même d'arriver préparé là, pour être en mesure, justement, d'offrir des bonnes performances. Mais au début, quand j'ai commencé, c'était pas évident non plus, parce que des fois, la préparation de l'auto demandait tellement de temps que là, des fois, écoute, tu es obligé de négliger de la conduire. Ben oui, c'est sûr. J'ai passé des nuits blanches, des fois, avant de partir aux courses, avec Clément, justement, mon chef mécanicien aussi, là, à travailler dans le garage, des fois, des nuits complètes avant de s'en aller aux courses. Là, j'arrivais à la fin de semaine de course brûlé, mais brûlé raide, là. Parce que j'avais tellement travaillé sur l'auto, puis la mettre en ordre pour être sur la piste, qu'à un moment donné, c'est comme le côté que je négligeais. Fait que j'essaie, en tout cas, de ne plus me ramasser dans ce genre de situation-là. Mais c'est des situations qui ont quand même arrivé assez fréquemment, pareil. Dans pas longtemps, tu vas avoir ta relève. Ton garçon est rendu qu'il prend des ratchets depuis qu'il est né. Il va être capable de te donner un coup de main. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. J'ai la chance d'avoir un petit gars qui me suit pas mal là-dedans. Fait que ça, c'est pas pire. Là. Mais toi, le fait que tu es tant impliqué dans la mécanique, mettons, de ton bolide, on va dire ça comme ça, as-tu l'impression, des fois, quand tu courses, que tu vois ton char en 3D, dans le sens que tu as tellement vu toutes les pièces, tu les as tellement toutes travaillées, tu le connais par cœur, ton char? Oui, non, c'est sûr. Quand tu courses, est-ce que, oui, tu vois la piste et tout ça, mais quand tu files ton auto, c'est comme si tu le vois. Je sais pas si tu comprends ma question. Oui, je comprends. Tu visualises la relation de cause à effet. De mécanique de ton char, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Alors, tu te demandes tout le temps si tu as serré le bourgeois en avant. Tu vas le voir dans le prochain virage. Non, c'est ça. Mais non, écoute, c'est sûr que je pense que ça donne une perspective différente, par exemple. Puis ça m'amène à plus comprendre la voiture aussi. Puis peut-être à plus la respecter un peu. Ça, je pense que c'est ça que je peux dire aussi, parce que c'est sûr que des voitures comme ça, il faut quand même que tu les respectes aussi. Puis il y a tellement de poids aussi qui rentre en ligne de compte avec ces voitures-là, c'est de la physique. Fait qu'il faut pas que tu brusques l'auto trop non plus. Puis à la limite, tu veux aller vite pareil. Fait que faut chercher le juste milieu. Chercher le juste milieu, justement. Là. Mais c'est encore là, c'est une question de gestion aussi. Mais je pense que ça m'aide de préparer la voiture comme telle. Ça me donne une notion mécanique que certains pilotes ont peut-être pas. Bon, on parle de forme physique. Simon, je fais tout le temps des jokes sur ses avant-bras de Popeye, là. Mais moi, je me rappelle d'une course où est-ce qu'il y avait eu un bris au circuit Icar. La servo-direction est lâchée sur l'auto. Mais écoute, je roulais des gros moteurs Dodge dans ce temps-là, un moteur en fonte, beaucoup de poids en avant, des gros slicks de 10 pouces. Fait que le volant, il est dur à tourner pas à peu près. Quand tu n'as plus de cerveau-direction, là, il est raide à tourner puis pas à peu près. Là. Puis à moi, à peu près à mi-course, la cerveau-direction est lâchée. Puis je me suis entêté, j'ai dit, faut que je finisse la course. Puis je l'ai roulé, puis on était quand même en bonne posture, puis j'ai quand même eu un bon résultat au final. Mais quand tu vas être brûlé en sortant de là. Ben, il y a une couple de moments sur la piste que l'auto faisait des drôles d'affaires. Puis là, tu sais, il y a de quoi mécanique sur l'auto, mais c'est quoi? Y a-tu accroché un mur, puis il y a une roue croche, y a-tu... Mais c'était le pauvre Simon qui essayait de manœuvrer. Non, écoute, j'ai sorti de là, j'étais plus capable de me lever deux bras. J'ai sorti de là, je t'ai dit, j'avais les épaules gonflées, là, ça avait pas de bon sens. Les veines, ses avant-bras, ils étaient gonflés. Puis il y a une autre course que j'étais en train de penser. Une des dernières courses, on avait fait full piste aussi à Icar, qui en avait arrivé. Ça veut dire quoi, full piste? Ben, dans le fond, parce que là, présentement, on roule à Icar, dans le fond, ils ont disons, séparé la piste en deux. OK. Puis je pense que ça donne un bon show comme ça aussi parce que les spectateurs voient tout ce qui se passe sur la piste. Sinon, quand on faisait la piste complète, ben là, on allait virer beaucoup plus loin autour ben pas autour, mais près des pistes d'aviation aussi. Puis les spectateurs perdaient un bout de l'action. Fait que là, quand on dit, disons, demi-piste ou full piste, ben c'est ça. C'est soit la piste complète à Icar ou la demi-piste. Mais il y a une autre fois à Icar aussi, on a toujours une gourde dans la voiture parce qu'il fait chaud dans ces autos-là, puis pas à peu près. Là. Puis à un moment donné, je me rappelle, je coursais avec... je me battais avec Kerry Mix. Kerry Mix, c'était un vieux de la vieille, mais qui était encore très, très rapide, même avant de prendre sa retraite. Puis je me battais avec sa piste. Puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a tellement de vibrations dans l'auto que mon support de gourde s'est démonté. Puis la gourde me tombait entre les deux jambes. Fait que là, j'arrivais pour peser ses breaks, puis c'était assez pesant. Là, j'essayais de peser ses breaks, peser sur le gaz. La gourde se promenait d'un pédale. Ah, puis toi, t'es attaché 5 points dans la tête. Fait que là, essaye de faire quelque... Là, j'arrivais sur la ligne droite. Essaye avec ma jambe de la clutch, dans le fond, d'essayer de la remonter vers moi. À un moment donné, la paille, elle me passe dans les mains. Puis là, j'avais le volant de main, puis essayer de pencher dans le fond de l'auto. Quand j'ai pogné la paille, là, je l'ai sortie en tabarnouche de l'auto, la gourde, mais pas à peu près. Là. Mais Kerry Mix, il me suivait en arrière. Lui, il a mangé à la gourde à la pleine face.
J'avais eu un meeting avec NASCAR à la fin de cette course-là. Il y avait eu un jaune, je pense, à cause de ça. Vrai, il y avait eu un jaune. Tout le monde se demandait, dans les estrades, dans les commentateurs, c'est quoi qui se passe? Y a-tu quelqu'un qui a volontairement lancé quelque chose? Puis il y avait plein d'hypothèses. Geste anti-sportif. Ouais, exactement. Le pauvre Simon, il était sur le bord de se tuer. Fait que ça avait fini que j'avais eu un papier meeting avec NASCAR dans le trailer après cette course-là parce qu'il se demandait pourquoi j'avais fait ça. C'est quoi les grandes différences entre le NASCAR ici, NASCAR Canada, puis NASCAR aux États-Unis? Écoute, le NASCAR ici, je te dirais que c'est le NASCAR Canada, Ouais. c'est une branche, une ramification dans le fond de NASCAR US. Ouais. Fait que dans le fond, si on regarde un peu la hiérarchie, disons, tout part de Daytona. Disons, le bureau chef est à Daytona chez NASCAR. Tu as le NASCAR Cup, qui est la grosse série présentement, où est-ce que tu retrouves Kyle Larson, Kyle Busch, tous les plus grands pilotes sont là. Après ça, tu as le NASCAR Xfinity, qui est comme une sous-classe de l'antichambre, dans le fond, du NASCAR Cup. Et tu as une classe de camionnette. Ça, c'est les trois classes. La camionnette, toi, tu le fais ici? Ou ça la aussi, camionnette, je le fais ici, dans une série locale aussi à l'Autodrome Chaudière. Mais vraiment, aux États-Unis, ça, c'est les trois classes de NASCAR directement. Puis après ça, tu as des ramifications, justement. Tu as un NASCAR Mexico, qui a une série au Mexique. Tu as un NASCAR Euro, qui a une série du côté de l'Europe. Et tu as un NASCAR Canada. OK. Fait qu'on est géré, justement, par la sanction maître de NASCAR. Mais c'est vraiment une branche de la filière NASCAR au Canada comme telle. Et ils ont leur organisation ici au Canada. Même cette année, on a un nouveau directeur aussi général de la série, qui est Alain Labrosse, qui était justement le propriétaire de l'Autodrome Saint-Eustache, qui maintenant a pris le relais justement à titre de directeur général de la série. Fait que je pense que ça va amener des belles choses aussi pour... c'est vu d'un bon oeil, l'arrivée de Oui, Alain Labrosse. écoute, je pense que ça va être intéressant. Puis surtout, il y a comme un engouement. Présentement au Québec, il y a comme un engouement pour la série NASCAR canadienne. Il y a des pourparlers, il y a des rumeurs de peut-être accueillir une étape de la série NASCAR Cup. La grosse série viendrait ici au Canada. Nous, ça nous amènerait peut-être aussi à être comme course de soutien. Fait que ça serait intéressant aussi. Fait qu'il y a quand même un gros engouement avec l'arrivée d'Alain Labrosse aussi. Une course supplémentaire au Québec aussi, avec l'Autodrome Montmagny qui s'est ajouté. Fait que ça, je pense que c'est bon. C'est bon pour tout le monde aussi. Ça va être bon pour les commanditaires aussi. Pour nos partenaires, ça va donner de la visibilité à tout le monde aussi. Puis c'est assez surprenant comment que les gens peuvent suivre cette série-là. Au niveau canadien, je te dirais, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages, même des gens de l'Ontario aussi qui nous suivent. Puis c'est le fun, on bâtit quelque chose aussi avec mes partenaires. J'essaye de mettre mes partenaires en premier plan dans toutes mes activités aussi. Mais c'est le fun à un moment donné quand tu as l'engouement des fans aussi qui veulent aller justement encourager des partenaires parce qu'ils sont impliqués en course auto. C'est comme de bâtir une espèce de communauté autour du NASCAR canadien. Puis je pense que ça marche quand même assez bien là, ici au Canada. Puis d'avoir des gars comme Andrew Ranger, Alex Taligani qui sont avec nous autres, les frères du Moulin. Ça donne beaucoup de crédibilité à la série. Puis, moi, c'est tous des gars que je regardais à la base puis que j'admirais beaucoup. Là. C'était comme mes idoles de jeunesse. Puis de pouvoir courser avec eux autres, c'était encore un gros plus pour moi, c'est sûr. Puis vous autres, dans le fond, Carl et toi, Simon, vous avez couru un contre l'autre un peu, puis vous avez décidé à un moment donné de faire une émission ensemble pour continuer d'avoir du fun sur les pistes, puis d'être payé pour le faire aussi? Celle-là, c'est grâce à Simon directement. Simon, il a fait la première saison de propulsion. À ce moment-là, j'étais sur d'autres projets. Puis la dernière émission de l'année de la première saison, là, Simon a dit « Carl, il faut que tu viennes, il faut qu'on aille faire des niaiseries ensemble. » Fait que c'est là qu'il m'a invité. Je disais « Cette fois-là, c'était quoi qu'on conduisait donc? » Je pense que tu avais un side-by-side, je pense, puis j'avais un camion, une histoire de même. Ça se peut, la première de tout. C'est ça, j'ai de la misère à... non, on a commencé à TVA. Ouais, on a fait TVA pendant un bout. Ça a été TVA pendant 4 ans quand même. C'est vrai. Ouais. Fait que, mais non, écoute, on a fait des tournages assez incroyables, puis on a eu du plaisir, pas à peu près. Un point tel que, à un moment donné, notre réalisateur, il a été obligé de s'en mêler. Parce qu'on était, entre autres, à Icar. On avait, à ce moment-là, tu avais un Subaru STI LP400. Moi, j'avais un Focus CRS. Ouais. Puis les fils sont touchés. Là. Les deux, encore une fois, deux autos pas vite aux mêmes places. Et là, c'était un dépasse un, l'autre dépasse l'autre. Arrive dépasser, la porte se ferme, on passe à 1 mm. Mais là, c'est 1 tour, 2 tours, 5 tours, 10 tours, 15 tours. Puis
le réalisateur il hurlait dans les radios. Fait que moi, je ferme mon radio. J'ai aucune idée de ce que Simon fait. Mais Simon, il a fermé son radio, lui aussi. Il est donc bien tannant, lui. Il dérange. Ah, mais je te dis, c'était la guerre. C'était la guerre. Il y avait juste un mot, mais ça donnait des... J'avais chaud. Qui On a conduisait débarqué, quoi? là. Moi, j'avais le Focus RS, puis Simon avait le LP400. Ouais. Et on est débarqués les deux, là, quand t'as le gilet collé 30. sur le dos, là, mouillé, là, mais on n'aurait jamais débarqué tant qu'on manque pas de gaz. Là, maintenant, on sort d'un virage, le réalisateur est en plein milieu du chemin, puis il saute, puis juste dans ses yeux, il y a comme un regard de pas satisfait de notre comportement. Mais ça donnait des beaux moments de TV quand même. Hey, Ça le fait, show, ça fait des il- prods qui coûtent cher, par exemple. Ça finit tard. Ouais, ben, parce que souvent, c'est parce que on va le dire, Johan, qui était justement le qui est producteur, un de nos chums, qui est un de nos heureusement. chums aussi. Écoute, Il vous connaît. parce que Johan, c'est lui qui payait les pneus. Hein. Puis, Ah. puis souvent, encore là, OK. tu sais un peu comment ça marche, les émissions, c'est souvent aussi une portion commandite, une portion partenaire, puis des fois, on n'en avait pas tant que ça, puis le budget de pneus n'était pas si grand non plus. Fait que, Wow. hey, je me rappelle à Montmagny, je sais pas si tu te rappelles, Carl, avec le L4 manuel qu'il nous avait prêté, puis la Mustang bolide. Ouais, c'était pas Ça, cette élégant. fois-là et tout, les deux fils, moi, ça avait touché un peu. Puis... en tout cas, ça a fini que l'auto, il fallait qu'il. Moi, dans le fond, je conduisais le Charger L4, il était manuel. En Que fait. Ah oui, on T'aimes se pas, en battait plus? Non, pour que j'aime avoir pas ces pantoute. machines-là. Là. C'est Puis, tellement le fun. Sarcastique. Johan nous avait dit avant le show, il dit écoutez les gars, là, on n'a pas de budget de pneus, puis il faut que je remonte à Montréal avec l'auto. Fait que là, tu sais, Easy. allez-y, easy. Non, C'est la pire c'est affaire pas- à nous dire. Fait que ça a fini que je faisais le circuit au complet avec ben de la boucane des ailes en arrière. Puis ça a fini qu'encore une fois, il y avait les deux bras dans les airs. Puis là, il était fâché pour de vrai. Là, il me criait après, mais il était sérieux. Oh, Mais c'est vrai, c'est la seule fois que les fils se sont touchés un peu après. Là. Ah ouais, il là, était là. vraiment pas content. Au début, je pensais qu'ils trouvaient ça drôle, mais là, j'ai fini par trouver que c'était long, la Ouais, c'est joke. parce là. qu'après ça, ils ont remonté à Montréal, puis ils entendaient la broche taper dans les ailes. L'auto, c'était long qui remontait. Puis heureusement, c'était pas Marcel qui nous avait prêté l'auto cette fois-là. C'est mais- ça qui est fou au Québec. Le gars, il reprend le char après puis il le ramène. Tu sais. Ailleurs, ça arrive d'un 53 pieds livré quasiment par parachute. Toi. Ben, Puis- dans le temps, j'avais parlé avec Andrew Conwy-Pickard, qui était coproducteur de Top Gear USA. Puis il m'avait demandé dans le temps d'équiper pour rouler, tu sais, comment ça marche, les tournages, tu sais, t'as combien de temps de pratique, parce qu'il parle français, fait qu'il avait déjà écouté les émissions. Fait que, tu sais, pour avoir ces shots-là, ben, je dis, c'est 400 tours. Il dit, comment ça, 400 tours? Ben, je dis, Chris, il faut que je ramène les pneus puis les breaks. Fait que je fais à peu près 400 tours, 6, 7, ça va bien, mais that's it. Il dit, OK, nous autres, avec Tanner Foss, on a une semaine de préparation. On a à peu près 20-24 pneus. Ah non, c'est Puis quand on en Extérieur, manque, c'est il en ça. recommande. Et On pas. joue ses pressions. On place nos caméras. OK, là, tu vas nous donner tel shot dans ce virage-là. On set up l'auto. Je dis, non, nous autres, on sort des pits. Puis C'est là, c'est ça, là. go, puis amenez-nous des belles shots. Puis, mais ça Oui. a fait des belles images, puis on a quand même beaucoup de plaisir. C'est les images, justement, avec c'est un Charger que Marcel nous avait prêté, du lot aussi, cette fois-là. Puis mon NASCAR aussi, tu sais, ça restait des images d'anthologie. Ouais, aussi, avec là. un Tu mettais Hellcat ça de travers body en avant de régulier. moi, ça avait pas de bon sens. là. C'était de toute beauté. Là. Vous n'avez pas Ah. fait de quoi avec un avion, un truc Ah ouais. qui Ben, va. dans le générique. Ah oui. On C'est l'a le dans le générique de générique? Ah ouais, l'émission. C'est Simon qui conduisait un BM convertible. Puis on devait faire des shots avec un avion. On savait pas. Honnêtement, c'était un tournage redneck typique. J'avais été comme rencontrer ce qu'on Franck, faisait. moi, avant à l'aéroport pas loin, ici à Belleuil, dans le Ouais. fond. Puis j'avais été le voir, puis j'avais vu un peu que c'était pas un gars stressé trop, puis qui était capable de faire des miracles avec un avion. Fait qu'on l'avait invité avec nous autres à un tournage. Mais je pensais jamais qu'on allait pousser la note aussi Ben, fort que ça. Là. De base, ce qui était supposé, c'est qu'il fait des folies en avion, puis Simon et moi, on fait des folies à terre, puis On essaie de c'était ça le mixer les images, concept. tu sais, on prend les images Mais- les deux ensemble. Dans le meeting du matin, tu sais, de sécurité puis de jasage, là, je dis, Franck, toi, descendre puis aller te coller sur nous autres puis que je touche à l'aile de l'avion. Franck fait, ah ouais. Et là, tout le monde part à rire. Fait que là, à la fin du meeting, je dis, ben, on n'a pas seté comment on va faire pour l'avion. Là, je dis, l'avion, là, Franck, ah ouais, on le fait. Fait que finalement, on l'a fait. Tu sais, moi, j'étais debout en pied de bas parce que je voulais pas maganer le siège du BM. Fait que j'étais en pied de bas, c'est bancs en cuir. Fait Pas que je suis attaché. debout, on Pas roule attaché. 140, 160. Je me tiens comme je peux me tenir, mais c'est Simon qui conduit. Je dis, je suis safe. Tu sais, Simon, j'y confierais ma vie, ma soeur, Il ma freine mère. ou bien il arrive de quoi, tu revoles. Ah non, Ben, mais je peux pas me tenir. Là. Puis je glisse sur le banc là, constamment. là. Mais en tout cas, avec Franck, on avait une bonne communication. Lui, il avait un radio dans l'avion. Moi, j'avais un radio dans l'auto. Ouais. On se parlait, on essayait de timer nos vitesses. Ouais. Puis là, lui, il se rapprochait sur le côté. Mais on l'a fait une couple de fois, mais
À y repenser, ça aurait pu être dangereux. Ben, Il y a beaucoup d'affaires de même. On a reçu Michel Barrette dans les 2 dernières émissions. on a tourné, puis c'était dans l'après-midi. Puis là, ils nous ont expliqué après que la chaleur de l'asphalte, puis tu as de la forêt sur le côté, fait une espèce de turbulence. Puis il y a une shot qui a descendu l'aile Proche. très près du quarter panel, puis de toucher à terre. Puis il l'a relevé. Mais tu sais, ça aurait pu être moi qui se fait accrocher, ça aurait pu être la tête à Simon qui se Moi, fait j'avais accrocher. l'hélice, t'as là. l'hélice, ouais. Non, puis je me rappelle quand t'as touché à l'avion, après ça, tu me tapais dans le dos, puis tu tries. Je pense que j'avais jamais vu Carl de même. Je me sens revivre, je me sens revivre. Il criait. Le bout des doigts me picotait tellement que j'avais de l'adrénaline, j'étais content. C'était fou, là. Ah oui, Fait que là, toi, ce jour-là, t'as senti une seule fois dans ta vie ce que Stéphane Lefebvre sent à tous les jours. Non, il le sent plus, lui. Steph, il est immunisé. mais sans faire, ça aurait été n'importe qui d'autre que Simon, puis je l'aurais pas fait. Mais avec Simon qui conduit, je sais que il regarde loin, il a une vision 360 hallucinante, il a des bonnes mains. Je savais qu'il n'y aurait jamais un petit coup ou quoi que ce soit. Puis, si l'avion nous avait touché, Simon, il n'aurait pas paniqué et donné un coup de volant pour que moi, je débarque. Ouais, j'avais un job facile pareil là-dedans. Mais... Pas tant. Mais Franck, dans l'avion, je vais dire que moi, en tout cas, ce gars-là m'a tellement impressionné aussi. Puis de le voir un peu, c'est le genre de gars un peu nonchalant, mais quand il embarque dans son avion, là, il est droit comme une barre. Puis, c'est la vie de bien du monde, puis sa vie aussi, il a entre les mains aussi. Là, il fait des choses. Là. Je sais pas si tu t'en rappelles quand on faisait l'intro. Quand il volait. Je me rappelle la première. Les bloopers, ça avait passé à TVA, ça, c'était bloopers-là. Parce que nous autres, on fait l'intro, on a l'auto, puis on est de dos à l'avion qui s'en vient. Puis là, on essaye de taper l'intro à perfection pour que quand on finit le dernier mot, l'avion nous rase au-dessus de la tête. Fait que je te laisse. Moi, j'essayais de me concentrer, faire mon introduction comme il faut, mais il s'en venait tellement proche de nous autres. Je l'entendais s'en venir, là. Mais il est passé tellement bas là, qu'à moi de m'emmener, c'était plus naturel. Il y avait plus rien qui... Carl, il était encore en train de parler, puis genre de me relancer pour que j'y envoie quelque chose. Moi, j'étais rendu couché à plat ventre à côté de lui. Il me regarde. C'était pas une joke, là? Ah non, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Alors, et moi, j'ai dit, il va nous fesser en arrière de la tête avec son avion, ça n'a pas de bon sens. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me sacrer à pleine face. Carl a dit, ouais, j'irai pas en guerre avec Simon. Non. On va pas vivre mieux. Ah, et puis écoute, c'est ça, ça me prenait mon petit change, je fais des intros extra. Fait que là, après d'avoir un avion qui s'en venait en arrière de moi, comme ça, trop. Je le dis un peu aussi, Carl, quand même. Moi, à la base, je suis pas un gars de TV. J'ai tombé à la TV un peu par accident, pareil, puis j'étais chanceux parce que Carl était là pour me coacher, puis pas à peu près. Là. Mais tu sais, il en a vu des comiques quand même, avec moi aussi, puis des bloopers, il y en a eu pas mal quand même. Là. Ça en était un drôle. Là, maintenant, toi, t'es aussi instructeur, si j'ai bien vu. Ouais, ben... Ça représente combien de pourcentage de... Tu t'es occupé à quel point en tant Ben écoute, moi, j'ai comme essayé de faire un gros mix de plein de choses ensemble parce qu'à la base, je suis un gars d'objectifs, mais je me suis tout le temps dit, j'essaie d'avoir des objectifs qui étaient réalisables aussi. Puis là, de moment donné, j'ai vu c'était quoi la game du sport auto. C'est sûr que le sport auto, c'est une game d'argent. Puis vivre du sport auto, écoute, il n'y a pas tant de personnes que ça qui sont capables de vivre du sport auto au Canada. Il y en a quelques-uns, mais il faut vraiment se démarquer. Puis il faut vraiment faire une job de PR extraordinaire. Puis d'avoir beaucoup, beaucoup de partenaires. C'est pas facile. Fait que là, je me suis dit, écoute, qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait être découlé un petit peu de ma passion? Fait que là, c'est ça qui m'a amené aussi à essayer de me trouver un métier qui était connexe à la course automobile. Puis de fil en aiguille, écoute, j'ai rencontré des gens qui travaillaient pour des manufacturiers automobiles. Fait qu'au début, j'ai commencé à travailler pour... je travaillais pour Mini Cooper, les premiers contrats que j'ai eus. J'ai fait des contrats avec Ford aussi. À titre d'instructeur, quand les gens soit allaient essayer des véhicules en concessionnaire automobile ou des événements sur circuit. Mais écoute, j'ai vraiment commencé la portion, disons, instructeur sur circuit avec le manufacturier Audi. Il y a un de mes amis, là, justement, j'avais travaillé beaucoup avec Antoine Bessette dans le temps, avec qui je travaille encore un petit peu aujourd'hui d'ailleurs. Puis Antoine m'avait introduit avec Audi dans ces années-là. Puis ça m'avait amené justement à faire des événements sur circuit comme à Tremblant quand ils font le Audi Driving Experience. Il y avait des bolides assez tripants à conduire. Il y a encore des bolides le fun à conduire Audi, mais tu sais, à l'époque, écoute, on roulait des RS7, des R8, des TTRS, des RS3 sur circuit. Les clients venaient, justement, on faisait ça soit au circuit de Mosport en Ontario, au circuit de Mont-Tremblant. Aussi, prends pas ça comme ça. Aussi, écoute, du côté de l'île de Vancouver,
Vancouver, qui a un circuit là-bas aussi. Fait que j'ai fait quand même pas mal d'événements sur circuit aussi. Avec Audi, avec le groupe Volkswagen. Puis là, le groupe Volkswagen, ça m'a amené de travailler aussi pour Lamborghini. Fait que ça, c'est quand même... plate. Ben, c'est ça. Écoute, ça c'est une portion, le fun, que je fais encore aussi là, depuis, je dirais, un 6-7 ans. On fait un événement sur un lac qui est à l'hôtel Sakakomi. Oui. Simon, Manu, les photos. Des Lambo, si vous avez des photos? Ouais, des Lambo, ça drift, ça neige. Ouais, ben on s'amuse pas à peu près avec ces voitures-là. Avec la Sterato, justement, que vous voyez à l'écran, là, la rouge, celle-là, elle vient d'être prise, ça fait une couple de semaines, cette photo-là. C'est des voitures incroyables à conduire. Puis écoute, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est des programmes de conduite où est-ce qu'on peut conduire des véhicules pour de vrai. Je travaille avec des gens extraordinaires quand même, puis ça me permet aussi de pousser ces voitures-là, puis d'avoir beaucoup, beaucoup de plaisir avec. Fait que ça, c'est la portion le fun. Puis, ben écoute, je m'amuse beaucoup dans l'automobile, puis c'est ça, j'ai comme plein de métiers connexes à l'automobile aussi. Puis ça m'amène, justement, là, c'est ça, être capable d'en vivre. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi. Puis ben, ça me permet justement d'exploiter ma passion au maximum. Et, en termes de voitures ou de collection maintenant personnelle, on n'a pas trop parlé. On n'a pas parlé en fait. Simon, c'est drôle parce que c'est un maniaque d'auto, mais contrairement, pas contrairement, comme Pat, il n'aime pas ça y revendre. Mais non, tout est vraiment extrême dans ton désir de ne pas en revendre. Simon est bien plus extrême que moi. Parce que moi, tu comprends que ma passion était subventionnée par mon entreprise, puis le cash flow, puis le roulant fait en sorte que j'étais obligé de... C'est une relation amoureuse, un peu comme tu parlais tantôt. Mais moi, j'étais obligé de m'en séparer de certaines. D'abord, pour l'espace, deuxièmement, pour l'argent. Mais Simon, c'est mon idole. Il garde tout. C'est pas compliqué. Simon, tu sais... C'est pas comme Michel. Michel Barrette, il est venu dans les émissions de passé, il dit « Moi, j'ai 22 charges de ménage, il va falloir que j'en vende un peu. » Non, Simon, il va bâtir une autre grange. C'est ailleurs. Il va appeler son beau-frère s'il peut pas le dépanner, mettre des chars là. C'est impossible qu'il en vende. C'est sûr que j'en ai pas vendu beaucoup, mais tu sais, au fil du temps, écoute, j'ai toujours gardé mes voitures. Et j'en ai vendu quelques-unes pareilles, là, mais tu sais, juste pour te donner une idée, ma première voiture, je l'ai encore. Mes deux premières voitures, dans le fond, j'avais acheté un lot, dans le fond, à l'époque. J'avais acheté une Honda Prélude 86, spéciale édition, avec un petit 2 litres dans ces années-là. Puis ça, c'était mon voisin Mario, dans le fond, qui avait ces voitures-là. Puis écoute... mais à cette époque-là, c'était-tu une voiture, ça? Ben oui. Mais tu sais, Honda Prélude, c'était comme... Je vais te dire que c'est un auto qui avait déjà du millage pas mal. C'était son premier char aussi. Ça, c'était à corps. Là, mais Simon, on a des photos d'ailleurs de toutes les voitures de Simon. Tu peux s'enligner faire un autre. La Prélude, je ne sais pas si on en a une, mais j'ai encore justement... T'as ton Camaro en bas à gauche, t'as ta 300. Mon Camaro, ma 300. Ça, c'est deux voitures que j'ai construites, dans le fond. La Camaro, c'est là qu'on voit à gauche dans le cadre de l'émission Propulsion. On a fait un projet avec cette voiture-là. Resto mode, avec justement un LS manuel 6 vitesses, injection. Ça, c'est une belle voiture. C'est une de mes belles. La 300, c'est mon projet de pandémie. Ouais, c'est ça. C'était mon projet de pandémie. De moment donné, là, je me cherchais des projets pas à peu près pendant la pandémie. Fait que j'ai fait justement la Chrysler 300. Puis écoute, à la base, là, c'est une voiture que j'avais payée 3000$. Ça paraît pas à l'œil, en tout cas. est en dessous d'un arbre dans un contrée lointain, pas loin de chez nous, qui s'appelle Saint-Athanas, dans le fond d'un rang. Dans une ride du dimanche, justement, qu'on prend souvent, ma blonde puis mon petit gars ensemble, on avait spoté cette voiture-là. Puis j'avais fait un offre, puis le gars voulait pas trop ma vendre. Puis à un moment donné, il m'a rappelé, il dit, il vient la chercher. Puis je l'ai rebâti au complet aussi. La droite, c'est mon Chevrolet Bel Air 66, mais ça, c'est ma première voiture. Ça, je te dirais que pas ma première voiture, mais ma première voiture ancienne, disons. Okay. C'est vraiment avec cette voiture-là que j'ai commencé à tomber en amour avec les voitures anciennes. Après ça, on voit ma Porsche 944 aussi. Une 944S avec le 16 valves dedans. Ben oui. Ils sont quand même assez rares, pareil. Tout l'intérieur de la turbo. C'est une belle auto. C'est une super belle auto aussi. Ce qui est fascinant de Simon, en plus, c'est ça. C'est qu'il y a une histoire avec chaque char. Il est allé chercher quelque part, puis c'est jamais dans un état de collection parfait. C'est des drivers, il est prêt, il sort, il utilise. Puis là, il est comme, ça fait 5 ans que j'ai pas pris, là. OK, on est dû pour un entretien. Tune-up complet, rentre ça dans le garage, la mécanique. Ben ça, c'est parce que tu peux... Mets l'autre stripe, Simon. Parce que cette semaine, il y en a justement une qui est arrivée là-dessus. Ça, c'est ça. À gauche, la Mustang Fox Body rouge. Qui sort en plein hiver. Tiens, c'est l'heure de prendre ça, toi. Fait que tu peux parle-nous de ça. Écoute, moi, c'est sûr qu'à la base, un auto, c'est fait pour rouler. Fait que oui, j'ai une collection de voitures, mais tu sais, on se mentira pas, c'est pas toutes des voitures qui sont impeccables. Moi, c'est des voitures que j'aime rouler. La seule voiture que je peux dire que j'ai à peu près le meilleur état, c'est ma Mustang Bolide. J'avais acheté une Bolide 2001. Puis la voiture a 5000 km. La voiture est neuve.
mais je pourrais te dire que c'est à peu près la seule voiture que je me sers pas vraiment parce que j'ai peur de la briser. Ça, c'est la verte, là? Ouais, Je pense exactement. qu'on l'a aussi, Simon. Exactement. Ah ouais, on l'a peut-être on celle-là l'a. aussi. Ouais, celle-là qu'on voit justement ici. Mais écoute, cette Au voiture-là est neuve. milieu, là, on la voit au centre. Au centre. Cette voiture-là est flambant neuve. Ouais. Elle a 5000 km, puis c'est une voiture que j'avais achetée d'un collectionneur de Acton Vale. OK. Mais écoute, j'en sors un peu, mais c'est pas une voiture que je profite tant que ça. Puis c'est à peu près la seule voiture que justement, j'ai moins de mal au passion. cœur, peut-être, parce que t'apprends pas. Ben, c'est ça. Puis j'ai comme peur de la briser tout le temps. Tu sais, moi, j'aime ça. On part. T'es comme entre les deux avec celle-là. Ben, c'est là. ça. Puis je pars avec ma blonde, mon petit gars, mon petit On me gars, fait plaisir de te son l'acheter, Simon. ça serait peut-être la seule qui pourrait être avant. Ouais, ça c'est- serait on peut-être la règle ça seule dans qui pourrait être tous. avant. Hey, mais ça serait le fun de faire ça. Ce serait une première mondiale, de négocier un char live puis assister à la vente live dans un podcast. C'est le début d'un encan de quelque chose, hein? Oui, c'est Ça ça. va être Barrett Denny, ici, Barrett Denny. Hein? On va aller chercher Barrett. Barrett va faire Barrett, l'encanteur. ça serait bon. Il dit, ça. qui dit mieux? Ouais. Moi, l'histoire que j'aime de ces chars, c'est le Monte Carlo sans farce. Ouais, c'est sûr. Parce qu'avec tu sais, le trip que tu as fait avec Ellie puis tout, là, ben, Simon, tu peux remonter la dernière stripe, la photo à gauche, le char blanc. Ouais, non, c'est sûr que ça, c'est mon petit gars qu'on voit là. Puis écoute, ça c'était assez drôle. Ça, j'avoue que c'était quand même assez drôle. Puis moi, écoute, je suis rendu un fan d'aller à All Orchard à force de parler avec Michel, C'est ça. de lire son livre. Puis écoute, on fait toujours un voyage familial à All Orchard à chaque année. Puis ma voiture de vacances, ben c'est une Monte Carlo SS 86. Cette voiture-là est en très très bonne condition. Elle est vraiment en bonne condition. C'est une voiture qui avait déjà été restaurée sur une rôtisserie complète. Elle est en super bon état, mais j'adore ça la rouler quand même. Fait que tu vas au Orchard, à Old Orchard. Exactement. Puis écoute, il arrive à peu près toujours quelque chose quand même avec l'auto. Tu sais, j'essaie de prendre des précautions. Avant de partir, je me fais toujours un petit coffre d'outils, tu sais, avec des outils de base. Puis j'essaie de mettre ça safe pour tout le monde parce que quand même, j'embarque mon petit gars et ma blonde dans l'auto. Puis écoute, cette année-là, on voyait la photo justement avec le radiateur en avant de l'auto. C'était assez drôle en plus parce que Michel était là. Michel, il était à Boston. Puis il m'avait appelé. Il y a une place qui s'appelle le Bentley Saloon. Puis là-bas, je sais pas si tu as déjà été là, Carl. Ah ben, Michel m'a fait faire pas mal le tour de tout ce qu'il y À avait là-bas. Arundel, Mais... à côté de Old Orchard. Puis là, Michel, il me dit « Hey, il dit mercredi soir, il dit faut qu'on aille là. Il dit on va aller là. Puis il dit tu vas voir, il y a une exposition de char, monte-le avec ton Carlo. Puis je vais te rejoindre, j'étais à Boston. » Fait que là, on revenait de la beach le mercredi soir, le mercredi en fin de journée, avec l'auto. Puis le fait d'être mécanicien, tu es toujours suspect à des odeurs, puis à des petits bruits. Puis là, on était à une lumière, puis là, il fait chaud. Puis là, il me semble que ça sent le Preston un peu. Puis là, pas trop sûr. Puis... Fait que là, on arrive dans le cours du Airbnb. On avait loué une maison là-bas. Puis là, j'ouvre le capot. J'avais instauré à mon petit gars que quand on revient, il faut faire une inspection journalière. Puis essayer de regarder si toutes les pièces sont là, puis si tout est correct. Puis là, je commence à voir que justement, le radiateur, il commençait à couler juste un petit peu dans le crimpage du radiateur. Une petite goutte. Et ça veut dire qu'il va se mettre à couler pas mal plus tard. Fait que là, je regarde ça. Puis là, en plus, il se met à mouiller. Michel me rappelle, on peut pas aller au Bentley Saloon, on ira l'année prochaine. Fait que j'y parle même pas de ça, que je suis pas loin d'être en panne avec mon auto. Fait que là, je pars tout de suite à côté du Airbnb, je te dirais à peu près 1 kilomètre, il y avait un O'Leary, je pense, en tout cas un Autopart là-bas. Fait que là, j'arrive, je vais voir le gars là-bas, je dis écoute, un radiateur de Monte Carlo 86. Ah, je l'ai pas ici, mais je peux l'avoir demain matin à 7h30. Tu sais, là-bas, des pièces de Monte Carlo, une voiture américaine de même, il y en a partout. Fait que c'est pour ça que c'est une bonne voiture pour partir en road trip aussi. Fait que j'ai dit parfait. Fait que là, on repart à pied. Il y avait un garage pas loin aussi. Fait que là, je vais voir le gars au garage. Je dis écoute, penses-tu que demain matin, je pourrais venir, puis au pire, t'emprunter des outils un peu, puis changer mon radiateur? Quoi, mais regarde, changer ton radiateur, t'es-tu fou? Puis d'habitude, ils sont bien accueillants, là, mais lui, d'après moi, il était pas dans une bonne journée. Fait qu'en tout cas, il a décidé qu'il m'aiderait pas, puis il était pressé. Fait que ça finit qu'on se lève le lendemain matin. Je réveille mon petit gars, je dis là, on a une mission aujourd'hui, on va chercher notre radiateur à 7h30, puis on le change direct dans le cours ici. Fait que là, j'avais amené un coffre d'outils, mais tu sais, avec des outils bien de base, là, un Westcott, puis des cutters. Puis t'as pas une tub à Prestone non plus, tu traînes dans ton coffre. J'ai acheté une tub à Prestone là-bas. Ah. Fait que là, j'achète une tub à Prestone, on revient avec le radiateur sur l'épaule, mon petit gars, la tub à Prestone, en plein milieu du chemin avec ça. Là, on commence à démonter ça, mais c'est pas vraiment compliqué. C'est pas trop compliqué à changer quand même. Fait que là, on commence à purger de radiateur. Le pire, c'était les hausses de couleur de la transmission, qui étaient un peu rouillées, mais ça s'est quand même bien démontré. Fait que là, on est en train de changer ça dans le stationnement, mais le propriétaire du Airbnb, lui, il restait, tu sais, c'était comme une maison splittée en deux. Fait que lui, je l'avais jamais vu encore, là. Puis là, lui, il sort porter ses poubelles au chemin. Puis là, il nous regarde, dit ça va?
sa cour était pleine d'outils, de radiateurs. Il y avait une coulisse de Preston en dessous de l'auto. C'était pas si chic que ça, pareil, même si on avait une tub. Fait que là, j'ai dit, écoute, dans 10 minutes, on est reparti. Fait qu'effectivement, on a rempli ça d'eau. Puis de Preston, ma blonde charriait de l'eau à partir de la toilette en haut pour être capable de remplir l'auto. Fait que, écoute, on est parti, puis on a fait notre périple comme ça complet. Mais on a retourné en plus, cette année, on a retourné à Old Orchard avec la même auto, parce que c'est Rituel. l'auto de prédilection. Ça roule bien. Puis là, j'ai dit à ma blonde, écoute, là, mercredi soir, on va voir qu'est-ce que Michel nous a parlé. On s'en va au Bentley Saloon. Ouais. Fait que là, le mercredi soir, tout va bien. On part là sur l'heure du souper. On s'en va là-bas. J'arrive dans le cours. Hey, effectivement, il y a des belles autos là, mais pas à peu près. Là. Le parking il est plein de chars. Il y a des belles voitures à peu près toutes les années. Puis je vous mens pas. Là. J'arrive, je recule l'auto entre deux autres voitures. Là. Il y avait une Camaro SS d'un bord, puis je pense qu'il y avait une Chevelle de l'autre côté. Je mets l'auto sur le parc. En mettant l'auto sur le parc, cloud, le shifter me reste dans les mains. Direct. Là, je regarde ma blonde. Et je dis là, on est dans la marde. J'avais le shifter direct dans les mains. Là, j'essayais de passer comment j'allais me réparer. Ça devient un défi mécanique aussi. Là. Fait que là, je débarque de l'auto. Là, je pense à ça. J'ai un jack dans l'auto. J'ai un coffre d'outils. Fait que là, il y a une couple de gars qui viennent me voir. Hey, t'as un beau char, Un beau char, j'ai il un marche beau plus char. fort aussi. Exactement. Là, les gars partent tout à rire. Tabarnouche, qu'est-ce qui se passe là? Alors, j'ai dit, faut que je me répare, puis faut que je retourne chez nous avec ça. Fait que là, ils se mettent tous avec moi sur l'auto. Jack l'auto. Il y a un gars qui rentre en dessous du char. Moi, j'essayais de jouer avec qu'est-ce qui restait du shifter. Pas capable de rien faire pendant Il a cassé carrément le bras. Il a complètement cassé. Ouais. Il a complètement cassé. Fait que là, ça finit qu'il y a un gars qui il rentre en dessous. Il prend l'auto ne voulait plus partir parce qu'il n'était pas au parc. Il n'était pas bien rentré sur le parc. Le gars le met au neutre. Il dit « Ouais, starte le char. » Fait que là, je starte l'auto. L'auto, elle part. Fait que là, il sort de là, il dit « Mets-les sur le drive. » Là, ça finit que le gars, je pense qu'il était comme en dessous, il a pris un tournevis, il l'a mis sur le drive, mais l'auto était jacké pareil. Fait que là, il est ressorti de l'auto. Moi, je tenais les breaks. Les gars ont mis le jack dans la valise de l'auto. Puis on a rembarqué pour être reparti. Puis on a descendu jusqu'à la maison. Mais là, moi, je pensais... Tu vas pas le remettre sur le parc, là? Ben non, mais là, j'essayais de penser, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Moi, j'ai dit, c'est bien beau. C'est ça. J'ai dit, comment on va faire pour remonter? Tiens, une break. Mais finalement, c'était pas si compliqué que ça. J'y ai juste pensé après. J'étais comme juste un peu trop... Tu fais juste pas de stationner à une place, t'es obligé de reculer non, aussi? Même pas. J'avais une paire de Vice Grip dans l'auto. Fait que là, finalement, quand on est arrivé dans la cour de l'autre maison qu'on avait louée, j'ai tout démonté la console en dedans. Puis là, j'ai été capable, à partir, une fois que la console était démontée, d'aller chercher le fameux wire, le fameux câble de transmission. Le wire! Ça, c'est une nouvelle expression. D'aller chercher le wire avec les Vice Grip. Le wire avec les Vice Grip. Fait que ça a fini que, effectivement, mon levier de vitesse dans l'auto, à partir de ce moment-là, ben, c'est devenu une paire de Vice Grip. Puis c'est encore là présentement, puis l'auto va très bien. Mais, Richard, si tu penses que Simon est redneck, demande-dis donc comment est-ce qu'il finance ses saisons de course. Avec ses parties à la maison. T'as vu des papiers partout. Moi, j'ai vu des vidéos, mais je ça, c'est parlais. redneck. Mais là, vous allez me faire passer pour un redneck. Et c'est tout le temps. Ça fait toujours de même. C'est redneck. Moi, j'ai pas utilisé ce C'est personne qui va te faire passer pour Peut-être un fond. C'est ça. OK, raconte. Ben, dans le fond, moi, la maison que j'ai achetée, chez nous, dans mon coin, les maisons valaient vraiment pas cher. Fait que j'étais chanceux. J'ai acheté ma maison quand j'avais 20 ans. Puis la maison, quand je l'ai achetée, c'était un de mes amis. Puis on avait commencé à faire dans la cour de cette maison-là, qu'est-ce qu'on appelait un party show de boucan. Fait que pour me financer... T'as pas l'idée, man. Non, mais au début, pour me financer, ben, ça a fini que j'amenais mon auto de course, mes chums débarquaient avec leur char. Il y avait justement une ancienne route qui passait dans la cour de cette maison-là. Asphaltée, tout. Fait qu'il y a une strip d'asphalte parfaite pour faire un show de boucan. Fait qu'on a commencé quand on était 30, même pas. Au début, 20-25 chums à se faire un petit party un dimanche après-midi au début. Puis là, on dit, c'est le fun. Finalement, l'année prochaine, on va essayer de faire de quoi de mieux que ça. Fait que là, on a commencé à faire de la publicité. Puis là, moi, pour financer, dans le fond, mes saisons de course, j'avais un deal avec, disons, la brasserie Molson. Là, je prenais un permis de boisson. On a commencé à prendre. Je partais pour dire, on va commencer à prendre un coup. Il y a du monde qui prenait un coup aussi. Mais on a commencé justement à faire un party qui a évolué quand même pas mal, mais qui a évolué tellement au point qu'à un moment donné, écoute, la dernière édition que j'ai faite chez nous, il y avait 800 personnes dans la cour. Non, c'était incroyable. Fait que ça commençait à être intense un peu. Là. Ça commençait à être... C'est pas 800 personnes qui font des shows de boucan. Là, non, écoute, il y avait 50-60 personnes quand même. Là, qui faisaient des shows de boucan? Oui, qui faisaient des shows de boucan.
Puis là, après ça, je me suis affilié justement avec des gars, justement, un club de sport motorisé d'un village à côté de chez nous. Puis là, ça a monté encore à plus grande échelle. Là, on amenait un ben, un chapiteau. Puis Carl était venu. On avait tourné une émission de télé, justement, au party. Là. C'était un méga show. Là. C'était vraiment impressionnant. Puis le plus drôle, vous avez vu les photos de son superbe Camaro 69 noir là, qui est resté au mode. Fait que Simon, rendu à la fin du party, un des features, c'est tout le temps Simon qui va faire quelque chose. Ça embarque avec moi, man, ça va être drôle. Puis avec l'émission, on a des caméras dans l'auto. Simon, il se met à péter un show de boucan, mais il se donne. Là. Il y a de la boucane. Puis à un moment donné, Simon, le feu est pris. Il était pris solide en plus. Il y a eu comme un retour de gaz en arrière, mais le feu a vraiment pogné. Mais moi, je le sais, là, parce qu'on a monté chacun une auto toute cette année-là. Puis c'est Camaro qui a monté pour l'émission. Puis l'auto, elle vient d'être finie, là. J'écris, le char ne peut pas brûler ici, ça n'a pas de bon sens. Mais là, moi, je tape sur l'épaule à Simon, puis hey! Puis là, Simon, hey! Il y a du fun, là! Ah ouais, mais à un moment donné, là, j'ai vu une boule de feu monter dans le rétroviseur en arrière, puis effectivement, le feu était pris solide. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là. Puis je me rappelais que j'avais bricolé aussi à la tank à gaz pas mal dans ce coin-là. Fait que là, à un moment donné, ça a bien été, mais c'est... Moi, j'imaginais juste, tu sais, le pauvre Camaro, tu sais, quand tout a brûlé, puis t'as plus de pneus, rien, puis t'es ses rimes, là, tout croche. Oh my God. Mais finalement, mais Simon s'est organisé, il y a des pompiers, il y a tout. Là. Puis j'avais une exposition en plus. Après ça, il fallait que je rentre la voiture pour Castrol au Palais des Congrès. Comme 3-4 jours après. Fait que là, ça aurait été plate de repeinturer un quarter au complet parce que l'auto avait brûlé. Mais non, finalement, ça est sorti. Ça a bien été. Wow. OK, ben, on est-tu rendu entre 4 roues? Je pense que oui. Entre 4 roues, mon Simon! Fait que ça, c'est assez simple. C'est des questions à rafale. Puis tu y réponds si tu as une réponse. Si tu n'en as pas, tu dis passe. OK. Simple de même, Simon. Fait que ta meilleure auto. Ma meilleure auto. Écoute, de route, là. Ma voiture préférée, je te dirais, ma meilleure auto, je te dirais ma Monte Carlo. C'est plate à dire, mais c'est une voiture que j'adore. T'as tellement mis des heures dessus. Ouais, non, j'ai pas mis d'heures tant que ça, mais elle va bien dans tous les sens du terme, cette voiture-là. C'est une voiture que j'aime beaucoup parmi les autres, là, mais ouais, je pense que c'est une de mes bonnes, en tout cas. Là. Ta plus drôle expérience sur la route? Ma plus drôle expérience, écoute, il y en a une couple. J'essaie de penser des affaires comiques. Ouais, j'ai une couple d'histoires assez comiques, pareil, par exemple. Celle qui te vient en premier? Ben, j'ai déjà vu, moi, un de mes chums rentrer de reculons sur le boulevard, sur l'autoroute Laurentien, en pleine heure de pointe, sur l'heure du dîner. Ça, c'était assez drôle. Sais-tu pourquoi? Ah, mais parce que ça c'était comique, ça. Mais je le nommerai pas, mais peut-être qu'il va se reconnaître. C'est un gars que j'ai pas vu, ça fait longtemps à Maudit, parce que j'avais été faire un cours aussi comme mécanicien auto. Puis là, il y a plein de jeunes coqs dans ces cours-là qui se montent des voitures. Puis ce gars-là, lui, c'était toujours monté des Civics. Okay. Fait qu'il savait monter un Civic dans le temps. C'était un des premiers gars à Québec à avoir mis un H22 dans une Civic, qui était un swap pas trop régulier où les gens connaissent ça. En tout cas, c'était un gars de Honda. Mais là, un matin, on le voit arriver avec un Mustang 5 litres. Genre un GT, comme que j'ai un GT 92. Là. J'ai-tu tombé sur la tête avec son Mustang? Là, on commence à l'écœurer. T'es pas capable de conduire ça, toi, un char de même, un Mustang. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah, les gars, ça va aller dîner à midi. Vous allez voir, je vais vous montrer qu'est-ce que je peux faire avec cette auto-là. Oui, puis... Fait qu'on allait toujours manger à Québec sur le boulevard Amel. Fait que là, sur l'heure du dîner, ben moi, je pars. Et moi, dans ce temps-là, ma voiture d'hiver, c'était comme l'automne tard. Mais moi, la voiture d'hiver que j'avais, encore là, c'était une auto assez particulière, mais c'était un Pontiac Firebird. Avec un 2.8, pas la même avec laquelle j'avais commencé à courser, mais c'est une voiture que j'aimais. Fait que j'en avais racheté une pour l'hiver. Puis j'étais capable de mettre ça de côté puis de déraper bien gros avec cette voiture-là. Fait que je m'amusais avec pas mal, mais ça n'avait pas de moteur pantoute. Fait que là, moi, je pars en arrière, justement, de mon chum avec sa Mustang. Puis on sort du stationnement de l'école de mécanique. Puis il y avait un virage bien, bien serré qui venait nous porter au boulevard Laurentien. Puis moi, j'étais en arrière, puis j'étais partout dans ses rétroviseurs, d'un côté comme de l'autre, puis le char de travers, j'étais avec mon chum Pat, puis on riait, puis on avait du fun dans le char. Puis là, j'essayais de l'énerver, puis lui, il essayait de faire pareil avec sa Mustang, mais il était pas habitué de conduire ça pantoute. C'était pas un gars de propulsion pantoute, c'était un gars de traction. Là. Fait que là, à un moment donné, il s'est tanné, puis il a décidé qu'il pesait sur le gaz pour de vrai. Mais la bretelle d'autoroute était tellement serrée que là, il a décidé qu'il donnait un bon coup de gaz, il va être en deuxième, là. Et il a rentré de reculons sur l'autoroute à travers le trafic. Et ça, c'était comique. Ça aurait pu mal finir. Les autos passaient d'un bord puis de l'autre de même. Il a fini qu'il a reculé ça, juste le coin de l'auto, sur le coin du mur, entre les deux voies. Il a reviré ça puis il est reparti en avant de nous autres. Hey, t'as dit, on est arrêté quand on était allé manger. Là.
Il a débarqué de l'auto, il était à manchette avec même. Hey, il a été chanceux, il a pas brisé à rien après sa voiture, à part un petit peu de body en arrière, là, un coin de pare-choc. Là, il aurait pu tout défaire direct là. Fait que ça, c'était un moment assez drôle avec l'auto. OK. Ton auto de rêve. Écoute, mon auto de rêve. Mettons que le budget. Ouais, mon auto de rêve. Écoute, il y a des voitures que j'aime beaucoup, que je sais que ça serait pas adéquat pantoute d'acheter, mais tu sais, comme une Ferrari Testarossa, c'est une voiture que j'aime beaucoup. OK. Parce que c'est une voiture que je regardais quand j'étais jeune. Puis que j'avais... C'est mythique, là. Ouais, c'est ça, c'est mythique. Puis j'ai toujours trouvé ça beau. Même si présentement, d'après moi, t'achètes ça. Puis, tu sais, moi, mon trip, c'est déroulé. Fait que ça te confirme que c'est pas un bon trip. Je l'ai essayé qu'une journée, ça coûtait cher. J'ai déjà entendu des balles qui avaient descendu dans le fond d'un moteur de Testarossa, quelque chose comme ça. Ça a fini en la poussant, je pense. Ça a fini en la poussant à la gang comme un crew mécanique, tu sais, puis à ça, c'est sans compter le pare-brise. Simon qui coûtait le prix d'un char. Ouais, mais c'est parce que t'avais peut-être fait le même chiffre que t'avais fait quand tu voulais me donner une règle de Civic. Ça, c'était bon, hein? Maintenant, on arrive, moi, puis Simon, on embarque sur l'autoroute, avec un Civic. Oui, ting! Puis là, je la pine comme quand on était jeune. Ça, c'était malade quand on était jeune. Là, je la rentre dedans. J'ai fait style un 3-1. T'aurais dû voir ça. Oh, tous les autres chars auraient explosé. Pas lui. C'était quoi? C'était un petit père, genre? Je sais plus c'était quoi comme auto, mais c'était bon, hein? à toffer. C'était pas pire. Ça arrive tout le temps dans ces moments-là. Quand t'es tout seul, t'assumes, t'as l'air d'un king, tout est parfait. Quand t'es avec du monde, à ne pas essayer la maison, à ne pas reproduire, OK? J'ai jamais battu aucun de mes chars. Pour moi, tu voulais m'impressionner ce matin-là. Ça doit être ça. Le plus beau char, selon toi, puis le plus laid? Écoute, le plus beau char, encore une fois, une Testarossa, je trouve ça très, très beau, mais j'aime beaucoup, beaucoup les voitures des années 60. Mon Bel Air, là, avec les espèces de formes, des ailes en arrière, c'est des voitures que j'aime beaucoup. Je suis pas un gars d'exotique tant que ça en termes de voiture, mais j'aime une voiture que j'ai toujours aimée, Lotus Esprit. Esprit. Non, Esprit. Lotus Esprit. Pretty Woman. Ouais, c'est ça. C'est des genres de voitures que j'aime beaucoup. Plutôt carré, tout ce que t'aimes, on dirait. Tu sais, Ouais. 80, mettons. Puis écoute, les voitures neuves, vraiment des autos que je trippe, il n'y en a pas tant que ça, on dirait. C'est un point commun pour mal de c'est le monde. temps de dire, il y a des Audi. Ouais, ben oui, c'est sûr. Puis écoute, oui, il y a des voitures que j'adore, mais je te dirais que je suis un gars quand même old school, pas mal dans qu'est-ce que j'aime aussi. Là. OK. La personne que tu connais qui chauffe le plus mal. Et ça. Ben là, moi. Ouais. Quand il essaie d'impressionner quand il essaie de m'impressionner puis qu'il manque son chiffre, mais vite dans même, écoute, Okay. Non, mais c'est pas grave, ça. il y a des chauffeurs de taxi des fois que je suis pas capable d'embarquer avec parce qu'ils conduisent tellement mal. Coup de volant, gaz, break. Mais écoute, à part de ça, non, ça me vient Non, mais on pas. accepte pas, c'est bon. On l'a Okay. pris. Ton pire move en voiture, ça peut être sur piste ou sur route. Hey, mon normale. pire move en auto, écoute, encore là, je peux vous en compter quand même quelques-uns, là, mais à un moment donné, j'avais acheté une Jetta. Quand j'étais à l'école en mécanique, justement, parce que je me tenais avec des gars de Sainte-Brigitte de Laval. Puis ces gars-là, c'était des gars de Vaux. C'est pas recommandable dans ce temps-là, c'est une Brigitte, hein? Non, C'est c'est ça. ça, exactement. Mais tu sais, mes chums, c'était tous des gars de Vaux. Fait que là, il faut que tu t'achètes un Jetta, faut t'essayer ça. Puis moi, je roulais des Honda ou des Américaines dans ces années-là. Fait qu'à un moment donné, j'ai acheté une Jetta, une petite Jetta 1.8 8 valves, 89-10 peut-être, là, comme voiture d'hiver. encore une fois. Puis effectivement, c'est une voiture qui a un essieu en arrière. Fait que ça a du steering. Tu sais, tu tournes les roues, puis ça tourne, puis des fois, le devant veut passer le derrière. Puis je m'amusais. Je me suis vraiment amusé avec cette voiture-là. Mais je me suis peut-être trop amusé qu'à un moment donné, ça a fini avec 2 tonneaux. Oh! Mais j'ai retombé sur mes roues, Puis t'as continué comme puis si je de me rien suis n'était. rendu chez nous. C'était ça, Fait que ça. ça, c'était un mot bizarre un peu pareil que j'ai fait. Puis écoute, c'est parce que je revenais en plus de l'école de Québec, puis mon accident a comme eu lieu dans mon coin. Puis tous mes livres d'école étaient dans l'auto. Puis fait que ça a fini que j'ai fait 2 tonneaux, mais tout mon stock a tombé dans la rue. Ah. Mais moi, j'étais comme un peu pressé. Fait que j'ai décidé que je restais pas là, puis que je retournais chez nous. Fait que je me rappelle toujours de la face de mon père. Tu sais, ça fait comme une semaine que j'étais parti à l'école. Je reviens le vendredi après-midi, vendredi soir. Fait que là, je reviens. Mon père est en train de pelleter à la galerie. Il me voit rentrer, le toit écrasé, le pare-brise à mancher de même, sur l'auto. Fait que là, il dit tabarnak, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est ouais, j'ai une petite bad luck tantôt. Ça a pris 10 minutes après, les flics sont arrivés dans le cours chez nous. Ah ouais. Ben oui, parce que C'était marqué le Tes livre livres Simon d'école Drouin. avec ton nom. mes livres d'école avec mon nom dessus. Mais j'avais pas tué personne, j'avais pas touché à rien, j'avais pas rien brisé. Fait qu'ils pouvaient pas m'accuser de grand-chose.
mais à part de conduite dangereuse, parce qu'il avait vu des traces bien longtemps avant que ça l'arrive, parce que ça faisait un petit bout en dérapage avec l'auto. Mais je m'en avais quand même bien sorti. Je m'en avais sorti avec une inspection mécanique sur l'auto. Oh, c'est bon. Puis il avait fini en une course de rallycross que j'avais faite avec. Puis, ouais, exactement. Fait que ouais, ça c'était pas ma meilleure shot, disons, en voiture. Là. Très bon. Ben, nous autres, c'est là-dessus que ça se termine, Simon. Bon, il y a un gros merci de. Merci pour ta visite. C'était bien Merci cool. d'avoir Ben, été c'était là. le fun. Ben oui. Bonne chance pour la prochaine saison en NASCAR. Pas besoin de chance, Merci c'est trop de talent. Oh, Voilà. arrêtez. Ça se finit là-dessus. Trace de break est une présentation des dépanneurs Proxy, complices de vos aventures, et Nissan Longueuil, en mouvement de génération en génération.